bilatérale au niveau de la sécurité sociale, pour qu'on parle vraiment des questions des droits sociaux, comment les choses se règlent en termes, comment dirais-je, de prestations sociales. Et donc voilà, donc il y a eu un premier cadre qui a été fait, puis après, bon, ça, je ne sais pas, c'est répétitif ce que vous voyez là, pour le regroupement familial, etc., ça vous savez. Et donc, ce qui est aussi peut-être important de savoir ici au niveau des droits sociaux des migrants âgés, donc vous avez tout un corpus, et ça vous en avez parlé, M. Chareb, tout un corpus de droit international qui garantit, donc il y a même une convention très importante qui s'appelle la Convention des travailleurs migrants, et vous avez donc beaucoup de conventions, autres que celle qui a été signée entre les pays, dans lequel il y a, comment vais-je dire, des éléments en tout cas de sécurité sociale. Alors, au niveau donc des travailleurs migrants, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils sont soumis au droit du travail dans le pays dans lequel ils vivent, ça c'est une chose, et donc, dans lequel ils vivent, mais il y a aussi des règles qui ont été prévues afin de garantir quand même une égalité de droit pour ceux qui ont laissé par exemple leurs enfants dans le pays et leur épouse, et donc il y a quand même, dans ces conventions, on a prévu ces situations pour les régler. Et donc, dans cet accord, ce qui est aussi important, c'est qu'il est prévu donc la transportabilité ou la transférabilité de leurs droits en prestation. Il y en a qui parlent de la portabilité, mais ça c'est une question voilà, sémantique, on ne va pas s'étendre là-dessus, c'est pas important pour nous ici. Voilà. Et donc, au niveau de ces conventions, qu'est-ce qui est important? C'est le principe selon lequel il y a une réciprocité donc, du droit et la transférabilité des prestations contributives. Donc, les droits, donc, ça veut dire, on va y arriver après, donc toute prestation sociale pourra être transférable dans un sens comme dans un autre. Ça veut dire s'il y a des Marocains aussi qui vont, par exemple, vivre donc, en Europe, et bien on leur garantit aussi, s'ils ont travaillé ici, on leur garantit aussi les droits pour lesquels ils ont cotisé. Voilà. Alors, maintenant j'arrive aux questions. Donc, qu'est-ce qui est intéressant en fait au niveau juridique? Parce que je sens que c'est l'après-midi, je ne vais pas vous sortir des lois et tout, sinon je vais vous assommer. Donc, je vais faire l'effort de faire quand même. C'est vrai, bon, j'en vois quelques-uns qui, oui, mais c'est pas grave. Donc, je vais aborder la question donc, des prestations de vieillesse et de décès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, donc parmi les prestations, on a donc des pensions de retraite et de survie, d'accord? Et elles font partie d'un système contributif, c'est-à-dire que chacun cotise en travaillant, d'accord? On cotise pour une caisse, etc. Et donc, on a cela, et c'est ce qu'on appelle le système contributif. Et puis, on a d'autres pensions que l'on appelle, qui sont sous forme en fait d'aide sociale, appelée en Belgique la GRAPA, et en France, je crois que c'est l'AP1, c'est ça? L'ASPA, voilà, l'ASPA. Voilà. Et là, il y a d'autres aides, comme l'aide au logement et tout ça c'est des aides, c'est système, donc, prestations non contributives. Et vous allez me comprendre pourquoi je fais la scission entre d'une part ce qui est contributif et non contributif. Alors, il faut savoir qu'il y a des conditions territoriales. Il y a des conditions territoriales pour bénéficier donc de ces pensions de retraite et de survie, mais il y a quand même des exceptions, donc, comme je vous disais, qui sont prévues dans les conventions bilatérales de sécurité, de sécurité sociale pour les travailleurs marocains. Ça veut dire que quand ils arrivent à un certain âge, donc ils peuvent décider de vivre, de retourner dans leur pays d'origine et de transférer leur pension. Je pense qu'il y a vraiment très très peu, je suis en contact avec les services des pensions, qui demandent vraiment le transfert. Ils gardent parfois quand même, ils préfèrent quand même retourner dans le pays, comment dirais-je, de résidence pour quand même percevoir. Donc ils continuent quand même à percevoir et à faire des allers-retours, être en transhumance pour pouvoir quand même maintenir des liens. Et donc il y a des conditions de territorialité avec des exceptions, donc, comme je vous ai dit, prévues dans les conventions. Et là, il y a la question de la GRAPA. Mais je voudrais revenir sur la question des prestations de vieillesse et de décès. Alors, ils sont arrivés, donc il y a les règlements, ils se sont faits en 64, 68. Il y en a plein qui sont arrivés bien avant 64, mais ils n'ont pas été enregistrés et ça n'a pas été pris en compte. Il y en a plein aussi qui ont travaillé et au départ, ils n'ont pas gardé des documents, donc ils n'ont pas pu constituer en fait vraiment des années, comme vous le savez, il faut 45 ans, donc je ne vais pas vous prendre, mais je ne vais pas trop vous assommer, mais il y a quand même des règles, donc au niveau des pensions qui sont octroyées, en tout cas en Belgique, pour une carrière active, lorsqu'une personne remplit les conditions d'âge et d'une durée de carrière,
ou lorsqu'elle atteint l'âge légal de la pension, donc on dit à partir de 65 ans, donc il faut plus ou moins 45 ans de carrière. Même maintenant, ça va jusqu'à 47 ans. Vous avez vu les réformes, pour ceux qui ont suivi les débats, c'est d'ailleurs pour ça que les gens, n'est-ce pas, sont fisqués, parce que finalement, voilà, c'est la mort, quoi. C'est la mort, on ne va jamais l'avoir, la retraite, quoi, dans des conditions pareilles, surtout pour ces gens-là. Donc, pour bénéficier d'une pension complète, il faut donc justifier donc, de ces années-là. Mais on le sait très bien que, franchement, très peu atteignent une telle durée de travail, et encore moins les travailleurs donc, migrants, qui n'ont généralement pas entamé des activités professionnelles de manière régulière dès l'âge de 20 ans. Ils sont déjà arrivés à un certain âge. Bon, bref. Et donc, ce qui est important, c'est que quand même dans les conventions, elles prévoient quand même la prise en compte des années qui ont été travaillées dans le pays d'origine. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour le calcul. Mais ce n'est pas si simple que ça. Ça a l'air très facile que je vous raconte tout ça, mais en pratique, c'est quand même le parcours du combattant, et après on va entendre nos collègues ici qui vont expliquer, qui vont essayer. Oui, il faut que je pense à compter. Ensuite, non, il y a la pension de survie, c'est trop important. Ah, je vais le dire vite fait, vous allez m'excuser. Le système de la GRAPA, c'est catastrophique, il n'est pas exportable, et en fait, une grande majorité bénéficie de cette aide. Donc, c'est complémentaire. Oui, mais monsieur Charef, je m'excuse de vous attendre. Vous m'avez dit, vous prenez tout votre temps, Fatima. Ah, bah. Vous m'avez dit on ne va pas être beaucoup à 15 minutes. Alors voilà. Alors donc la GRAPA, c'est une prestation, donc c'est une aide pour les plus de 65 ans. Et en fait, ça, il y a vraiment des contrôles. Il y a une évolution. C'est terrible ce qui se passe en tout cas en Belgique. Il y a vraiment des contrôles. Ils ne peuvent pas dépasser plus de 29 jours. Ils doivent se déclarer. Maintenant, il y a le facteur qui passe. Avant, il y avait des contrôles. Maintenant, il faut se présenter physiquement. Donc vraiment, il y a des contrôles qui étaient faits sur base du passeport. Et maintenant, il faut qu'il y ait, à chaque fois, il y a un certificat de résidence que les bénéficiaires, ils doivent valider à la commune, ils doivent se présenter, ils disent, voilà, j'ai le certificat, j'existe bien et j'habite bien là. Voilà. Chaque fois, ils doivent se présenter et ils ont 35 jours, il ne faut pas dépasser, sinon on coupe tout et il ne faut pas rêver pour qu'on leur repaye après, etc. Donc c'est catastrophique. Donc ça, c'est dur parce qu'une grande partie, en fait, ont le droit, mais ne la demandent pas, comme vous l'avez déjà dit ce matin, certains ne la demandent pas parce qu'ils ne veulent pas des problèmes et ils veulent pouvoir bouger comme ils veulent. Ensuite, il y a aussi la question des soins de santé. Non, je vais faire vite, sinon je ne vais pas. Et donc, je voulais parler en fait de la question aussi des pensions de survie. Donc, comme vous le savez, il y a eu une réforme de la Moudawana, c'était 2003, sous le contrôle des Marocains qui vivaient ici, 2004, merci. Et donc, il y avait et la réforme de la Moudawana, elle a remis en question la question de la réception du droit étranger donc en Europe. Et donc, il y a eu des nouvelles règles. Et là, il fallait reprendre et tout. Qu'est-ce qu'on accepte ou pas? Qu'est-ce qu'on peut reconnaître dans l'ordre juridique belge? Technique, mais c'est nécessaire. Et donc, il y a des règles de droit international privé qui devaient s'appliquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la question des... Et là, au niveau des tribunaux, les juges, ils ont dû en tout cas statuer sur pas mal de cas où les pensions de survie, qui étaient déjà bien des petites peaux de chagrin, qui devaient être donc divisées avec la seconde épouse. Et là, moi j'ai eu plein de dossiers à une époque où il y avait des femmes qui étaient choquées d'apprendre ça, à travailler toute leur vie, et puis apprendre encore cette nouvelle qu'il faut partager, non seulement être exposé au veuvage, être dans une situation de deuil, voilà, parce que ces femmes, elles dépendaient beaucoup de leur mari, et c'était lui qui faisait tout et tout, donc une fois qu'il part, mais en plus partager encore avec une étrangère, ça c'était... Voilà. Alors, les situations problèmes de non-accès à des retraites dignes, état civil, problématique du nom, trimestre insuffisant, travail non déclaré par des employeurs pour profiter de la gentillesse de ces gens dévoués, de ces travailleurs qui étaient dignes, etc. Il y a eu des contrôles abusifs, pension de survie, comme j'ai dit, l'isolement, là, voilà, il y avait ça aussi. Et donc, je vais peut-être conclure là-dessus, si vous me le permettez. Donc, voilà, pas de de liberté de choix de résidence. Ils sont assignés, en fait, à on pense souvent de eux qu'en fait, ouais, ils bougent, ils sont contents, ouais, ils font des voyages, maintenant il y a les charters et tout, mais ils n'ont pas le choix. Et en plus, franchement, ils ont vécu toujours dans la peur, maintenir des droits. Et donc, il y a les contrôles qui leur font peur, et donc, même s'ils sont français, belges, hollandais, tout ce que vous voulez, ils ont la peur au niveau de perdre leurs droits. Voilà, je m'excuse, je m'arrête là, sinon je vais être bannie. Merci beaucoup. Vous avez tout dit. Donc, de discrimination, de vulnérabilité, de maltraitance institutionnelle, c'est très important, d'exclusion. Vous avez montré l'effectivité
d'accès au droit, et ça je crois que c'est très très important. Donc merci beaucoup à partir du cas de Belgique. Et vous avez aussi abordé la question qui était posée hier par un collègue de la salle, pourquoi il a reproché, enfin il a indiqué, pourquoi on est mis entre deux, il a été mis entre le Maroc et je crois que c'est entre ces deux espaces, deux personnes. On vit, ils sont l'un et l'autre, ils se réunissent, ils vivent entre plusieurs espaces. Et ce que vous avez clairement exprimé, et ce qui va se montrer, ce sont des gens qui se considèrent comme plusieurs espaces et qui, en fin de compte, ils sont atopos parce qu'ils sont ni l'un ni l'autre, mais ils sont les deux à la fois. Et ça pose des problèmes parce que le régime juridique international ne s'applique pas, ne s'adapte pas à ces cas de figure. Et je crois qu'on va le voir aussi d'une manière très éloquente avec Madame Fatima, qui est docteur en sociologie, qui va se présenter aussi, et qui va nous parler, parce qu'on ne va pas voyager beaucoup, on va juste traverser la frontière pour passer en France. Et on va voir que ce qui se passe en Belgique, il y a même les mêmes problèmes, je crois, du côté français. Très bien, je vous remercie beaucoup. Donc, comme vous le voyez, une Fatima peut en cacher une autre, puisque après Fatima, c'est Fatima. Et notre dénominateur commun, Fatima et moi, c'est que nous sommes effectivement filles d'immigrés, donc nous sommes ce qu'on appelle la deuxième génération. Avant de commencer, bien évidemment, je souhaite remercier le CCME et son président, M. Driss El Ghazami, de m'avoir permis d'être là parmi vous. Et c'est vraiment un honneur pour moi. Je remercie également le professeur Omar Samaouli d'avoir fait le lien et de m'avoir donc permis de partager aujourd'hui les connaissances avec des collègues et les réflexions sur la question des personnes âgées immigrées. Cette intervention que je vais partager avec vous aujourd'hui, cette intervention rentre dans le cadre de mon travail de thèse de doctorat en sociologie, dont le titre est « Parcours migratoire et trajectoire de vie des personnes âgées immigrées et accompagnement social ». Je vous propose le plan suivant qui s'affiche à l'écran. Le désir de m'engager dans ce travail de recherche prend sa source dans l'intérêt porté aux questions de l'immigration, intérêt à la fois personnel par rapport au parcours de mes parents, intérêt politique, puisque j'ai été chargée de mission au ministère de l'Intérieur sur la question des personnes âgées immigrées au niveau national, et puis aussi intérêt scientifique, et bien évidemment avec mon travail de thèse. En fin de compte, ce que je lisais, et puis aussi ce que j'entendais sur les immigrés âgés, se recoupait et convergeait vers ce que je qualifierais de vision misérabiliste. Les immigrés âgés étaient vus et appréhendés sous le prisme d'une population passive, en attente et dans l'attente. Et donc j'ai souhaité comprendre cette vision. Mon intérêt a été de chercher également à comprendre comment ces immigrés aujourd'hui âgés sont accompagnés dans cette partie de leur vie sur une terre, sur un territoire sur lequel ils ne se voyaient pas vieillir et encore moins mourir. Donc une vieillesse qui a surpris tout le monde, et ça a été dit plusieurs fois, une vieillesse impensée en quelque sorte. Parce que immigration et vieillesse, eh bien, sont antinomiques. Dans cette intervention, je ne vais pas revenir sur le parcours des personnes âgées immigrées. Il est bien connu à présent, il est bien inscrit que ces hommes ne repartiront pas définitivement dans le pays d'origine. Ils souhaitent vivre leur vieillesse en France et au pays, c'est-à-dire aller et venir comme bon leur semble et bien évidemment tant que leur santé le leur permet. Nous avons interrogé 106 personnes âgées immigrées et comme vous le voyez sur la diapositive, la majorité, 98 sur 106, effectuait ce qu'on appelle la navette entre la France et le pays d'origine.
En ce qui concerne les professionnels, j'en ai interviewé 75, 53 relevaient du domaine social, travaillaient dans le domaine social, et 22 exerçaient dans le milieu médical. Et pour ce qui est de l'accompagnement social de cette population, ce travail de recherche a mis en évidence des défis que les professionnels avaient à relever pour répondre aux besoins de ces immigrés âgés. Nous avons relevé 3 défis. Tout d'abord, il s'agit, et ça a été dit également plusieurs fois ce matin, mais également hier, un défi majeur qui est de déjouer les pièges du cloisonnement entre le social, le sanitaire et le médical. Le deuxième défi est l'innovation sociale. L'innovation sociale qui est une des possibilités de répondre aux besoins des immigrés âgés. Et le troisième enjeu s'oriente vers le développement de compétences interculturelles par de la formation. Et j'en arrive donc à l'accompagnement par ces professionnels pour répondre à ces enjeux. Comme vous le savez, les intervenants sociaux assurent une fonction d'interface entre les personnes et les différents acteurs pour favoriser leur accès aux droits sociaux, sanitaires et accès aux soins. Et pour qu'un accompagnement soit efficace et bénéfique pour un individu, l'accompagnateur doit se focaliser sur les fondements de son intervention avec un projet personnalisé. Les fondements, pour rappel, c'est l'accès aux droits civiques et sociaux, l'accès aux soins et aux droits sanitaires, l'accès au logement et, dans une moindre mesure, l'accès aux loisirs et à la culture. Et surtout pour le public qui nous intéresse aujourd'hui, il est important de lui garantir l'accès de matière aux droits en termes de logement, de soins et de ressources. Mais les limites des politiques vieillesse affectent la prise en compte des problématiques spécifiques. Et l'une des limites est la non prise en compte des spécificités. Et ce, principalement lorsqu'il s'agit pour cette population de faire la navette, cette fameuse navette entre la France et le pays d'origine, parce que se pose alors cette question de la territorialité des dispositifs qui a bien été développée par ma collègue Fatima. Mais pas que, il n'y a pas que la territorialité des dispositifs qui interroge. Il y a aussi, pour donner un exemple, il y a aussi des dispositifs qui ne sont pas adaptés. Je pense notamment aux outils, je pense aux tests, et on en a parlé tout à l'heure avec Sorad, des tests neuropsychologiques, lorsqu'il s'agit de détecter s'il y a une maladie dégénérative. Et une autre limite également concerne l'articulation entre le domaine sanitaire et celui du social. Le cloisonnement entre ces deux secteurs engendre des difficultés et des complexités pour que les professionnels de ces deux champs puissent travailler ensemble et élaborer des stratégies communes. Donc l'accompagnement est dit complexe parce qu'il y a deux situations. Immigration et vieillesse qui se conjuguent et qu'il faut saisir ensemble pour tenir compte de la personne dans sa globalité. C'est pourquoi il nous semble important de parler de cette population en employant la sémantique personnes âgées, immigrées. Parce que ces hommes sont d'abord des personnes avant d'être immigrés. Et en cela, le droit commun et ses dispositifs doivent tenir compte de cet aspect et ne pas laisser ces hommes sur les bancs de touche prétextant justement ce statut d'immigré. Parce que la France pensait recruter de la main-d'œuvre, embaucher des travailleurs, et ce sont des êtres humains qui sont venus. Dans ce travail de recherche, j'ai tenté d'identifier les représentations que les accompagnants, les travailleurs sociaux, les professionnels se font de leur rôle et les modèles des pratiques qu'ils utilisent selon leur niveau de formation, leur niveau professionnel, leur expérience professionnelle et leur cadre de référence culturelle. Et j'ai observé un accompagnement différentiel. Et c'est ce que je souhaite donc partager avec vous aujourd'hui. Quand je dis accompagnement différentiel, ça peut être une forme de traitement inégal qui consiste à orienter les personnes en se fondant sur leur origine réelle ou supposée, vers des structures
ou des dispositifs spécifiques censés mieux répondre à leurs besoins. Et vous voyez sur cette diapositive, je l'ai illustré par un iceberg, car dans la réalité, un professionnel est contraint de chercher en permanence l'équilibre entre la demande, qui est la partie visible de cet iceberg, et les contraintes auxquelles il est confronté. Et c'est la partie immergée, la partie cachée de cet iceberg, et vous voyez que c'est la partie la plus importante. Alors justement, par rapport à cet accompagnement, certains discours recueillis auprès des 75 professionnels convergent avec les analyses issues des travaux menés par Marguerite Cognier. Marguerite Cognier, qui est professeure de sociologie à l'université Paris Diderot et spécialiste de la sociologie des relations ethniques. Elle a mené un travail sur les pratiques infirmières à partir d'une étude empirique sur la manière dont les professionnels traduisent la notion d'adaptation culturelle des soins auprès d'un public étranger. Elle a trouvé que l'interprétation de l'adaptation culturelle livre un continuum de représentation sur lequel les infirmières se positionnent entre deux extrêmes. D'un côté, on a les professionnels qui livrent une vision d'un immigré déficitaire, qui est arrivé avec rien et qui a besoin de tout. Et de l'autre côté, celui qui est perçu comme un autre culturel. Et à partir de ces deux extrémités, nous nous sommes inspirés de la typologie que cette chercheuse a posée en croisant les façons de voir et les façons de faire des professionnels et rapportés à nos propres analyses, nous distinguons les critiques égalitaristes, 24 professionnels sur 75. Les professionnels de ce groupe réclament par exemple de renvoyer systématiquement vers le droit commun sans intermédiaire. Mais bien sûr, et comme vous pouvez vous en douter, cela conduit les personnes à déserter les dispositifs. Donc, il est nécessaire d'avoir un accompagnement transitionnel. Dans ce groupe des critiques conciliateurs, 19 professionnels sur 75, les professionnels ne cherchent pas à modifier, par exemple, les contours du modèle de santé occidental, mais ils cherchent à négocier, à trouver des compromis dans les lignes culturelles de ces personnes, tant qu'elles ne mettent pas, bien évidemment, leur santé en danger. Ce sont des professionnels qui essaient de composer et de faire confiance à l'accompagné. Les critiques humanistes, 16 professionnels sur 75. Dans leur accompagnement, ces professionnels, ce qui les intéresse au-delà de la culture de l'autre, c'est d'abord l'homme. Si leur manière de les accompagner ne correspond pas à la culture des immigrés, il faut les convaincre. Prendre le temps de leur expliquer, par exemple, le modèle biomédical qui est en vigueur, user de la reformulation. Bref, il faut prendre le temps. J'en arrive aux critiques ségrégationnistes. 18 professionnels sur 75. L'immigré ici est considéré comme un être culturellement différent, attaché à ses valeurs et ses croyances. Ces professionnels s'inscrivent dans une approche du relativisme culturel en prenant position en faveur de la liberté de choix de l'individu. Leur vision finalement n'est ni positive ni négative. Ils s'inscrivent dans une sorte de neutralité en considérant que chacun pourrait être mieux soigné, mieux accompagné s'il est pris en charge par quelqu'un de sa communauté. Vous l'aurez compris, ces professionnels défendent l'approche intra-ethnique dans l'accompagnement. Toutefois, cette approche est quand même à nuancer dans la mesure où l'ethnie, l'ethnie n'est pas une compétence. Les critiques intégrationnistes, 14 professionnels sur 75. Ces professionnels renvoient la culture des émigrés au rang des mythes et des traditions. C'est la réaffirmation de l'identité française qui est ici prônée et à laquelle doivent s'intégrer les étrangers pour apprendre et s'imprégner des codes du pays d'accueil. Et enfin, les critiques assimilationnistes, 11 professionnels sur 75. Dans ce groupe, on part du principe que vivre en France est une chance. Les soins n'ont pas à être adaptés,
et l'accompagnement n'a pas à être adapté. Les assimilationnistes considèrent par exemple que les immigrés usent et abusent de la protection sociale en France. Donc vous voyez, cette typologie de critique que nous venons de balayer relève les représentations que les professionnels ont des immigrés âgés qu'ils accompagnent. Si, chez les critiques ségrégationnistes, le patient peut décider de qui le soigne ou de qui l'accompagne, et que ce qui est important, c'est que tout le monde soit satisfait, du côté des assimilationnistes, l'attitude est plus tranchée, plus tranchante en quelque sorte, c'est où tu rentres, où tu sors. Cette typologie montre également que parfois les professionnels sont en situation de choc culturel devant des répertoires de prêt-à-penser. Et pour reprendre le théorème de Isaac Thomas, si des hommes se définissent des situations réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences. Autrement dit, ce qui est important, ce n'est pas de chercher une vérité vraie, mais de savoir ce qui est vrai aux yeux de la personne que l'on accompagne. En cela, la perception de la réalité de certains professionnels n'est pas la réalité elle-même. Il est par conséquent important de se garder d'essentialiser les personnes au risque de les enfermer dans une critique, dans une origine culturelle stéréotypée. Et pour conclure, quand nous parlons des personnes âgées, il s'agit de repérer un public discret, parfois invisible, cela a été dit plusieurs fois, de décloisonner aussi les cultures professionnelles et institutionnelles, ce qui doit permettre de mieux coordonner l'offre de services. Les travaux sur la situation des personnes âgées immigrées pourraient aussi être une opportunité pour inventer des modèles plus souples, plus coopératifs, et ça a été démontré aussi cet après-midi et ce matin, pour ouvrir des perspectives sur le mode d'habiter sa vieillesse entre deux pays. Il faut donc que l'offre s'accorde avec le souhait des personnes et leur idéal de bien vieillir et leur permettre tout simplement un accès digne aux soins et un accès digne aux droits. Sur cette dernière diapositive, je vous ai mis quelques références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyée pour construire cette intervention. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, qui a démarré avec une phrase que je trouve magnifique, qui exprime tout. Vivre leur retraite en France et au pays. Rien que ça, on peut l'analyser. Et vous nous avez démontré d'une manière magnifique, magistrale, la non prise en compte de la spécificité. Cela me touche, parce que je viens d'une région qui est le Souss-Massa, où beaucoup, de nombreux soucis, n'ont pas pu, su ou voulu bénéficier du regroupement familial et qui vivent depuis beaucoup d'années dans le va-et-vient, au début dans des cars, des autobus, maintenant dans les avions, malgré un âge avancé, parce que la territorialité des droits dont vous avez parlé et les liées au territoire d'installation. Après deux Fatima, et avant de passer à la troisième Fatima, quand même, on passe par Séverine. Cette spécificité, il y avait un moment dans les années 70, Chevènement cherchait à faire quelque chose pour accompagner ce mouvement. Donc d'un ancien ministre de l'Intérieur, on passe à un nouveau, qui est Darmanin, qui est, je crois, le maire de Roubaix, dont vous allez nous parler de Tourcoing. Moi, je me rappelle de Roubaix, d'une phrase qui m'avait marqué, sur une friche industrielle où il était écrit en grand: on vous a rendu Alger, rendez-nous votre Roubaix. Et donc, je ne sais pas si vous dites toujours cette phrase. C'était en gros. Donc, vous allez nous parler de Roubaix, d'un cas concret, un petit peu dans l'accompagnement social. Merci. Merci. Donc, effectivement, le maire de Roubaix n'est pas M. Darmanin, c'est le voisin. Voilà, c'est le voisin. C'est difficile d'intervenir après tout ce qui a été dit. J'espère ne pas peut-être être redondante. Voilà. Mais c'est vrai que je suis ici peut-être pour une expérience de mon terrain. Je ne suis pas chercheur. Je suis, on va dire, un professionnel de l'action sociale et du terrain. Alors tout d'abord, merci au Conseil marocain à l'étranger de m'avoir invité sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. Alors pas forcément spécifiquement pour les Marocains, je me permets de vous le dire, mais qui concerne l'accès aux droits et l'accompagnement au vieillissement des personnes âgées, de toutes les personnes âgées, quelle que soit leur nationalité, leur origine, que je considère moi aujourd'hui comme des personnes. Je ne les considère pas par leur nationalité,
mais comme des personnes, des citoyens, des habitants, voilà, des habitants de la ville. D'ailleurs, je remercie Redouane hier de ce rappel lors de son intervention, parce qu'avant tout, avant d'être des immigrés, ce sont des personnes, ce sont des citoyens. Un merci aussi particulier à Omar Samaouli, pour son, je pense qu'on peut le qualifier 15% des personnes qui vivent à Roubaix, qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Donc ça explique aussi peut-être que je vais avoir un discours un peu différent, que l'on a parfois entendu depuis hier sur l'accompagnement des personnes. Je vous parlerai des personnes, des Marocains, de toutes ces personnes qui sont en précarité financière, culturelle, parce qu'effectivement, pas d'accès à la langue orale, à la langue écrite, en difficulté sociale. Donc, et on a échangé hier sur l'accompagnement par les familles, la présence des familles, tous ces aidants familiaux. Moi, je vais vous parler des personnes qui n'ont pas d'aidants familiaux, qui sont seules, qui sont isolées. Je ne nie pas la solidarité familiale, je ne nie pas la solidarité pour les Marocains, dans les familles marocaines, mais il ne faut pas aussi nier que certains ne peuvent pas bénéficier de cette solidarité et qui vieillissent seuls en France. Et souvent, dans des situations financières et sociales précaires. Des situations sociales précaires qu'ils essaient de cacher au maximum à leur famille restée au pays, à leurs voisins, à leur communauté. Parce que ce sont des gens qui veulent rester dignes, qui ne veulent pas, vous l'avez dit, demander de l'aide. Et moi, mon travail, et le travail de toutes les personnes avec qui je travaille, c'est effectivement comment essayer d'accompagner toutes les personnes, je vous disais, quelle que soit leur origine. Donc le vieillissement, on l'a dit, hein, c'est un processus biologique naturel, commun à tous. Ben, on y passera tous, on l'espère. Mais le vieillissement, c'est lié à des trajectoires individuelles, des parcours de vie différents. On peut être de la même ancienneté, on peut avoir parfois eu les mêmes événements, heureux, malheureux, et pourtant on ne les a pas vécus de la même façon. On ne les a pas intégrés de la même façon. Et on n'en ressort pas de ces moments de la même façon, avec les mêmes armes. Et donc on ne peut pas toujours faire du collectif et faire des généralités, puisqu'on est sur une pluralité d'individus, une pluralité même de parcours, qui fait que cet accompagnement doit être individualisé et non collectif. Et c'est très difficile d'avoir du droit commun avec un nombre conséquent de personnes, d'individus au parcours différents. Alors effectivement, cette notion elle est importante pour toutes les personnes âgées. Mais pour les personnes dont on parle aujourd'hui, liées au parcours migratoire, on sait les conditions de vie, entre ici et là-bas, on l'a dit, ou un peu ici, beaucoup là-bas, ou beaucoup là-bas, un peu ici. Voilà. Et puis aussi à leurs conditions de travail. Donc cette particularité du vieillissement de ces personnes, elle se pose en termes de parcours de vie singulier, et non en termes de spécificité culturelle ou d'origine. En plus, dans le vieillissement, la notion d'aidant, on l'a dit, elle est primordiale. A-t-on des personnes qui peuvent nous accompagner dans cette période de la vie, dans cette nouvelle vie? Parce que oui, c'est une autre vie, c'est une nouvelle vie, une continuité de la vie, d'un autre moment de la vie. Dans l'accompagnement aux actes de la vie quotidienne, qui va m'aider à faire mes courses? Qui va m'aider à faire mon ménage? Qui va m'aider à faire ma toilette, à m'habiller? Voilà, toutes ces choses-là du quotidien. Quand on sait faire, ça ne pose pas de problème. Quand on a un aidant, ça pose un peu moins de problèmes. Quand on n'a personne, ça peut poser des problèmes. Donc il faut différencier toutes ces personnes différentes de leur fonctionnement. Donc je me permettrai de dire que voilà, il y a effectivement des vécus différents, et puis il y a des personnes qui vivent seules ou en couple, avec un entourage familial en France. Alors qui veut dire entourage familial en France? On l'a vu, hein, ça ne veut pas dire à proximité. Ça ne veut pas dire à 5, certains vous avez dit, à 5 minutes de la maison. Ben non, pas tout le monde. Des personnes qui vivent seules, des hommes, mais aussi des femmes, avec aucun entourage familial en France. À Roubaix, on est une ville très jeune, hein, 50% de la population a moins de 30 ans. Vous voyez, on est aussi une ville un peu particulière. Mais on a de plus en plus, et on l'a vu hein, dans les images que nous montrait Rémi ce matin, qu'il y a de plus en plus de femmes. Et à Roubaix, aujourd'hui, les personnes âgées sont majoritairement des femmes ou des personnes isolées. Et ce sont les femmes qui demandent le plus d'accompagnement et d'aide. Puisqu'on parlait de la barrière de la langue, la langue parlée pour les femmes est beaucoup moins, voire pas maîtrisée du tout que par rapport aux hommes. Et puis des personnes qui vivent en couple, avec l'entourage familial en France, voire à proximité. Donc bien vivre en France, entre France et Maroc, quels sont mes droits? Et ben voilà, quand on parle de bien vieillir aujourd'hui, on parle de plus en plus, dans toutes les politiques publiques, de la notion du bien vieillir. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir? Et qu'est-ce qu'il me faut pour bien vieillir? Donc pour bien vieillir dans des conditions sereines, il me faut de la sécurité. La sécurité, c'est un concept très très important pour tous, mais pour encore plus quand on devient âgé.
on a tendance à être beaucoup plus vite stressé, beaucoup plus vite angoissé. On a le temps parfois de se poser des questions, de se refaire en boucle, ce qui fait que le stress est majoré. En termes d'hébergement, ma sécurité, est-ce que je vis dans un logement adapté? Est-ce que je ne vis pas dans un logement en 5e sans ascenseur? Est-ce que j'ai les commodités en termes de chauffage? Je vous assure que dans le nord de la France, on se chauffe de octobre à mai. Donc voilà, comment on vit dans ces conditions d'hébergement? En termes de situation financière, on parle de situation de santé, en termes d'hébergement, d'étayage familial, social. Pardon. Donc, en termes de situation financière, je ne l'ai pas vu dans le bon ordre, je vais commencer par là, veuillez m'en excuser. On a parlé du droit à la retraite, de la reconstitution des carrières, du parcours du combattant. C'est aussi comme l'ascension de l'Everest, mais vous n'êtes pas préparé. Et je vous assure que ça prend beaucoup de temps pour arriver au sommet et avoir vos droits. Donc effectivement, beaucoup de personnes ne touchent pas leur retraite parce qu'elles n'ont pas assez cotisé, on l'a dit, en plus là on vient de se prendre 2 ans en France. Et voilà, donc elles n'ont pas assez cotisé, elles n'ont pas été déclarées, parce que beaucoup n'ont pas été déclarées, pour les plus anciens. Et donc elles n'arrivent pas à reconstituer leur carrière. Et donc, effectivement, la France est un pays d'aide, hein, j'entendais dans d'autres pays où c'est beaucoup moindre. On peut avoir ce qu'on appelle, vous disiez tout à l'heure, l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. La somme aujourd'hui pour une personne seule, c'est 960 €. Il y a quelques années, en 2015, il était considéré que pour vivre décemment, il fallait 1150 €. Voilà, en 2015. Nous sommes en 2023, on a subi une inflation majeure. En 2022, en 2023, je suis très inquiète pour le nombre de ces personnes pour la fin 2023 et pour le début de l'année 2024. La pension de retraite en France moyenne, elle est 1400 €. Donc, vous voyez que c'est un petit peu difficile de vivre aujourd'hui avec cette somme. C'est effectivement parfois une survie. Comment se loger, se nourrir, se soigner, envoyer de l'argent au pays. Comment vous faites tout ça quand vous avez 960 € par mois et que nos loyers sont parfois 600-700 €? Donc c'est compliqué. Et la deuxième difficulté aujourd'hui, c'est effectivement, on en a parlé, c'est que c'est soumis à une condition de résidence. Condition de résidence qui vient passer au 1er septembre 2023 à 9 mois. 9 mois par an, je devrais vivre en France. Alors, on a encore la chance par rapport à ce qui vient d'être présenté, on ne doit pas justifier tous les mois. Donc, c'est encore une chance. Par contre, les contrôles se sont renforcés. De mois dernier, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Alors, il y a quelques années, effectivement, on avait les contrôles de passeport. Ça s'est calmé. Et puis là, depuis quelques temps, sur notre territoire, on a des contrôles des enquêtes de voisinage. Pour vérifier que les gens vivent bien là. Donc là, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, on a une dame qui est arrivée, qui a été accusée de fraude, puisqu'elle ne résidait pas en France, le temps donné, et elle doit donc rembourser l'ensemble des prestations qui lui ont été attribuées. Elle n'a donc plus de ressources, une dette, et elle n'a plus rien. Effectivement, quand on a été accusé de fraude, il est très compliqué d'avoir de nouveau ses droits. Que faire pour cette dame? Quel type d'aide? Elle est seule, elle vit seule. Elle n'a pas de solidarité familiale ou amicale. Alors, on a la chance aussi d'avoir des associations caritatives, on a la chance d'avoir des voisins, on a des solidarités citoyennes, mais ce n'est pas ça qui vous rend votre dignité au quotidien et qui vous permet d'être autonome. Qui dit vieillissement dit aussi souvent problème de santé, parfois chronique, souvent chronique, avec des pathologies lourdes hein, qui demandent des traitements quotidiens. On va parler du diabète, des maladies cardiovasculaires et puis tant d'autres. Alors en France, on se dit aussi que nous avons la chance d'avoir un système de sécurité sociale dit le plus performant au monde. Voilà. Et pourtant, ce système de sécurité sociale laisse des gens sur le côté, puisque l'ensemble des soins n'est pas pris à 100%. Et donc, il y a toujours un tiers payant. Alors, ce tiers payant, il peut être pris en charge par les mutuelles. Mais cette mutuelle, elle a un coût. Les 961 € de tout à l'heure, vous devez aussi rajouter votre mutuelle. Et donc, comment vous faites? Alors, il y a des aides aussi pour avoir la mutuelle complémentaire. Vous pouvez avoir, depuis très peu de temps, en 2021, on a le 100% santé, parce que c'est vrai qu'en vieillissant, l'optique, le visuel, le dentaire, c'est des soins très coûteux et ils sont à 100%. Ce n'est pas toujours les meilleures prothèses dentaires, les plus confortables, mais vous avez la possibilité d'avoir une prothèse dentaire. Il y a toujours une part à charge en cas d'hospitalisation, des choses comme ça, qui restent très difficiles à comprendre pour les personnes. La carte de sécurité sociale, il faut la mutuelle. Et la mutuelle, elle ne paye pas tout. Mais pourquoi je dois prendre une mutuelle si je ne suis pas remboursée à 100%? Et puis je suis à 100%, je suis diabète, j'ai une maladie reconnue à 100%. Pourquoi je dois prendre une mutuelle? Parce que là, ta maladie à 100%, c'est que cette maladie qu'elle prend. Si tu as autre chose, ça ne sera pas pris en charge.
Ça, c'est très compliqué à comprendre. Le système de sécurité sociale, pour tout le monde, c'est compliqué. Mais effectivement, pour ces personnes, c'est très compliqué. On nous dit qu'on a la sécurité sociale, on nous dit qu'on est à 100%, on nous dit qu'il faut une mutuelle. La mutuelle, on dit que ça va me rembourser et ça ne me rembourse pas tout. Et j'ai encore une part à charge. Ça, et en plus, quand je peux prendre une mutuelle, comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je prends une mutuelle pas trop chère. Et c'est en général celle qui vous rembourse quasiment rien, voire rien du tout. Donc ça aussi, il faut faire très très attention et ça demande un accompagnement. Une technicité, parce que même on disait universitaire et tout ça, c'est très compliqué de se repérer dans ce que vous rembourse une mutuelle. Regardez un tableau de remboursement de mutuelle, 200% du régime obligatoire et tout ça, c'est très très compliqué. Donc voilà. Ensuite, on disait pour le bien vieillir, mais pour le bien vivre, il a le droit au logement. Alors effectivement, il nous faut un logement adapté, je vous disais tout à l'heure. Il nous faut un logement serein, qui plus est en vieillissant. Pas le bruit, pas les voisins, être tranquille dans son quartier, se sentir bien. Tout à l'heure, j'entendais parler de l'habitat habité. L'habitat habité, c'est aussi justement être bien dans ce logement, mais dans un logement adapté. Un hébergement qui me permet aussi d'avoir du lien social, soit des salles collectives à proximité, soit effectivement des espaces verts, des commerces. Voilà, je suis inclus dans la société et dans la vie. Et puis aussi, surtout, un coût qui correspond à mes ressources. Puisqu'effectivement, oui, nous avons un panel d'hébergement, bien sûr, tout à chacun, pour toutes les personnes âgées, dépendantes, pas dépendantes, autonomes, voilà, oui, nous avons une offre de services, mais vraiment, une palette. Vous êtes obligés de trouver quelque chose qui vous correspond. Des logements, vous disiez, petites maisons individuelles avec la clé, des logements qu'on va appeler des résidences autonomes, des EHPAD, oui, on a tout ça. Encore faut-il avoir les moyens d'y avoir accès. Alors, effectivement, on a l'allocation logement, on a l'aide personnalisée au logement, au crédit si c'est un logement social, un logement privé, mais on a des aides pour vous accompagner. Cette aide-là, elle est aussi soumise à conditions de résidence, conditions de ressources, bien sûr. Ouais, voilà. Mais effectivement, on a aussi, et là, je voudrais aussi dire ça, pour les maisons de retraite. Alors, sachez quand même qu'il y a 2% de la population âgée qui est en maison de retraite, donc ce n'est pas la majorité. En France aussi, les familles, les personnes âgées veulent vivre à domicile, donc ce n'est pas la majorité des personnes. Mais alors, effectivement, vous voulez payer votre retraite, votre maison de retraite, bon, allez, je dis à peu près 2 000 € par mois, d'accord? C'est un tout inclus, hein. Voilà. Mais c'est 2 000 € par mois. Quand vous avez 960 €, c'est un peu compliqué pour payer votre 2 000 €. Donc il y a ce qui s'appelle en France l'aide sociale hébergement. Donc c'est le département qui va substituer pour financer votre maison de retraite. Inconvénient majeur, c'est qu'il y a recours sur succession. C'est que d'abord, avant de vous accorder l'aide sociale pour payer votre maison de retraite, et ça c'est valable pour toutes les personnes âgées, hein, on va demander à vos enfants et vos petits-enfants, la loi, l'état de Napoléon, l'état d'hier, on va demander à vos enfants et vos petits-enfants. S'ils ont les moyens, ils vont devoir financer. S'ils n'ont pas les moyens, le département, compétence transmise de l'État, va financer votre hébergement. Par contre, à votre décès, si vous avez des biens, une maison, ici ou là-bas d'ailleurs maintenant, enfin ici, là-bas ou ici, eh bien il y aura ce qui s'appelle recours sur succession. Donc, s'il y a de l'argent, vous pourrez être amené, les enfants, à rembourser. Donc là, nous avons une famille qui vient de venir, parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle doit rembourser 43 000 € d'aide sociale. Considère que c'est une avance de frais. Voilà, donc la famille doit rembourser. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà aussi ce qu'est le droit. Oui, je vais conclure. Le droit, on ne parlera pas donc des services à domicile, parce qu'on en a parlé un peu rapidement, des méandres. Alors, en France, on a aussi un gros défaut, mais je crois que ce n'est pas qu'en France, toutes les histoires de logos, toutes les histoires de c'est financé partiellement, c'est financé en totalité, j'ai un reste à charge, j'ai pas de reste à charge, en fonction de ce que je vais prendre comme service, ça va être financé à 100%, ça va pas l'être. C'est vraiment quelque chose d'ultra difficile. Et après, je voulais juste faire un dernier aparté, je me permets. On disait que effectivement les gens ne demandent pas leurs droits. Il est identifié qu'en France, toutes personnes confondues, il y a à peu près 30% de la population qui n'a pas recours à ses droits. La question se pose pourquoi ils n'ont pas recours à leurs droits. Donc il y a une typologie, je vous l'ai mis, voilà, 4 raisons de ne pas avoir recours à ses droits. On ne connaît pas, donc forcément on ne peut pas demander ce qu'on ne connaît pas. On ne compte pas par non-demande, alors on connaît l'offre, mais on ne va pas la demander, voilà, on disait.
par dignité, parce qu'il y a recours sur succession. Je ne vous dis pas sur recours sur succession les difficultés familiales que ça peut engendrer. Le non-recours par non-réception, elle est connue, l'offre elle est connue, elle est demandée, mais on ne l'a pas obtenue. Souvent parce que le dossier n'est pas complet, parce qu'il est mal rempli, voilà, parce qu'il y a un dossier d'instruction très très long. Le non-recours par non-proposition. Il arrive aussi que les travailleurs sociaux, même la personne, on ne demande pas, elle n'est pas activée par les agents prestataires, alors que la personne a des droits. Et parce que des fois, même le travailleur social ne connaît pas les droits. Ils sont tellement mouvants, tellement changeants, tellement différents en fonction de la nationalité de la personne, de sa durée d'existence, de ses conditions de résidence, que ça fait que c'est très complexe. Alors la France vient de lancer un appel à projet pour des territoires expérimentaux, pour le non-recours au droit, pour savoir pourquoi les gens n'ont pas recours au droit. Il faut lutter contre ce non-recours. Si les gens refusent par choix, alors c'est pas toujours un choix, ouais, voilà, pour permettre à chacun de bénéficier de ses droits. Alors juste, je dirais, hier, disait, les moyens financiers humains, ils sont nécessaires pour accompagner ces personnes de façon individuelle et collective, qui plus est dans le cadre de la dématérialisation. Merci beaucoup. En 15 minutes, on peut dire l'essentiel. Vous étiez à 20 minutes, donc je suis obligé. Donc voilà, c'est ce qu'on avait convenu. Juste pour. On m'a demandé, moi, je vous écouterai avec un grand plaisir. Ah, je sais, vous êtes passionné par votre métier et ça se fait plaisir. Donc, nous avons écouté donc, la Belgique, la France. Là, on va traverser les Pyrénées, mais l'originalité et la singularité de ce que nous avons entendu, c'est deux syndicalistes qui sont sur le terrain d'un pays où, à ma connaissance, l'immigration est récente. Donc, normalement, il doit y avoir moins de vieux Marocains, mais bon, vous allez le dire. On commence par Lala Fatima Hassani, qui va faire sa communication en arabe. Je crois qu'il y a la traduction, mais si vous voulez, je peux résumer au fur et à mesure, mais je crois qu'il y a la traduction simultanée. Voilà, en même temps, je vous fais une annonce. On ne va pas faire la pause parce que vous avez remarqué qu'on est en retard. Donc si quelqu'un veut prendre un café, il peut se servir et revenir dans la salle et suivre les débats, mais on ne va pas s'arrêter parce qu'on va perdre beaucoup de temps et on n'a pas assez de temps. Là, Fatima, بدأتي باللغة التي تبدينا هذا بالمجموع ولا السلام عليكم. ديزولي لان غندير المداخله ديالي باللغه العربيه بالدارجه بالعربيه اون جينيرال. يعني اللي ما عندوش الكاسك يحاول ياخذو ولا ما عرفتش كيفاش غادي نحلوا هذا المشكل ديال لي كاسك. Il y a des casques pour tout le monde, hein, si vous voulez, ceux et celles qui ne comprennent pas l'arabe. Donc, il y a la traduction simultanée. Oui, oui, c'est bon. انت راح تتكلم اللي يبغى انا لا فاطمه غير ربع ساعه لا خاطر موان 10 موان 5 غادي نحبسك السلام عليكم. معكم حسن فاطمه موسيقى ديال لينكا الى شفتوا في هذه مكتوبه لينكا وكينزلاش عزمي. لينكا بخاتيكمون هي المعهد الوطني الكونفدرالي للخدمات. الخدمات يعني كل ما يشمل الجانب الاجتماعي بما فيه التقاعد ولا المتقاعدين اللي هو لو تيم ديال لا ديسكوسيون ديال اليوم. هذا المعهد الوطني الكونفدرالي هو واحد الجزء صغير من واحد المنظمه اللي هي نقابيه معروفه في ايطاليا اللي هي سيجيال الكونفدراليه العامه الايطاليه للشغل. هذا المعهد الوطني دار شراكه مع جمعيه اللي هي مغربيه عازمي اللي هي تعني جمعيه الحمايه الاجتماعيه للمهاجرين المغاربه والايطاليين. قبل ما نتطرق لاي حاجه نبغي نقول لكم بلا هذا المكتب هذا تيتواجد بالدار البيضاء وغادي نحاول نفرق يعني لي زادغيس والتليفون باش اي واحد يحتاج شي حاجه. حنا كاينين في كازا ماشي في الايطالي. قبل من اي حاجه تنبغي نشكر ونتوجه بالشكر الجزيل لمجلس الجاليه المغربيه بالخارج اللي تيترأسها السيد يزامي، شكرا جزيلا ليه، والحضور الكريم والسيد عمر على الانفيتاسيون ديالو،
والاطور اللي هما ساهموا يعني من بعيد ولا من قريب باش ينجحوا هذه المبادره اللي هي صراحه مبادره جد غنيه بالمحتوى ديالها. ويا ريت يكونوا هاد المبادرات هادو ماشي هادي بوحدها ولا وحده اخرى بوحدها، يكونوا متكررين. يعني حنا محتاجين بزاف هاد النوع ديال المبادرات لان تتكون مناسبه باش نتبادلوا الاراء. شخصيا تنهضر على راسي انا، اليوم والبارح كانت اوكازيون باش ضفت لذاك الباجاج اللي كان عندي واحد المجموعه ديال المعلومات اللي كنت نتجاهلها من قبل. كيف ما قلت لكم نتبادلوا اراء، نتبادلوا افكار، نتبادلوا المشاكل، يعني نوع المشاكل اللي تعيشها سواء المهاجر اللي في ايطاليا ولا في بلجيكا ولا في بلد اخر، وعلاش لا الحلول، نحاولوا نلقاو حلول لهذه المشاكل هذه. يعني الا بغينا نهضروا على لو موديل ديال ايطاليا بارابور على لو موديل ديال بلجيكا وديال فرنسا، لو موديل ديال ايطاليا مختلف ليجيرمون على هذوك لي موديل اخرين. علاش؟ نرجعوا شويه بالتفكير ديالنا الى الوراء. بالنسبه للحقبه الزمنيه اللي بدات فيها الهجره ككل، هي بحال الناس اللي هاجروا لايطاليا هاجروا في واحد الفتره زمنيه اللي تتزامن مع هذوك الناس اللي هاجروا لفرنسا ولا بلجيكا. لكن نقطه الاختلاف فين تتكون؟ هو ان كيف ما عرفتوا الهجره كانت بدات من الخمسينات حتى الثمانينات، واحد النوع ديال هذه الهجره اللي غنتكلم عليهم دابا. هذيك الهجره كيف ما كان واحد الشخص ما نتذكرش لونو ديالو كان قال واحد السميه ديال موغا. هذا السيد هذا بقى سيتان فرونسي اللي كان تيمشي للمغرب وتيجيب لا مان دوفر من المغرب، ومنهم الوالد ديالي الله يرحمه اللي كان توفى، مشى لفرنسا وتوفى في لاج ملي كانت عندي 5 ans. الاختلاف اللي قلت لكم فين كاين هو ان الهجره ديال فرنسا وديال بلجيكا كانت لا مان دوفر، يعني كانت مسيستيميه حتى في لو نيفو ديال لا سي ان اس اس. كانت عندهم كيلكو سورت واحد دي دروا اللي هاد لي دروا غادي يخول ليها بلو طار باش تمشي لا روتريت. باغ كونطخ في ايطالي نو، كانت هجره عابره. الناس اللي تيهاجروا في ايطاليا ليبوك في هذيك الفتره من الخمسينات حتى الثمانينات، راه الاخ راه غادي يقول لي الاخ سي سعدي راه غادي يقول لك كنا تنسميوهم فو كومبرا. كانوا تيهاجروا من واحد المنطقه معينه اللي هي سطات، برشيد، سيدي حجاج، هاد المناطق، ولكن اشنو كانوا تيديروا؟ ما تيمشيش يخدموا في دي زوزين، ما تيمشيش يعني يخلصوا تقاعد، يعني يخلصوا يديروا لا كوتيزاسيون يعني باش يمشيو بلو طار اون روتريت. نو، تيمشيو تيجلسوا 3 موا في ايطالي، تيديروا التجاره، من بعد تيرجعوا في حالهم. يعني هذا شكل واحد البروبليم اللي هو غراف. يعني هاد الناس هادو ما غادي يمشيوش بالزربه، غادي يمشيوش يعني غادي يمشيو ليطاب، غادي يمشيو يعني ياخذوا التقاعد، غادي يتعطلوا. وهذا الشيء علاش كنا تنهضروا البارح واحد الاخت كانت هضرات في الانترفونسيون ديالها على لا 5e جينيراسيون. باغ كونطخ في ايطاليا باقيه الله بريسك لا 3e. في البدايه ديال التسعينات عاد بدات يعني الناس اللي تيهاجروا لايطاليا غيروا كيلكو سورت التفكير ديالهم، ولات من هجره عابره لهجره مستقره، وبداو تيديروا داك بما يسمى التجمع العائلي. تيفكروا ان يديو عائلاتهم لهنا، وهنا تنستحضر واحد لا كومبوزيسيون دارها السيد عمر، كانت تري انتريسونت وصراحه عجبتني بزاف. هو في 3 بارول تيختصر فيهم داك المسار ديال داك المهاجر: لاسبيراسيون، لا رياليزاسيون، لو روتور. بالنسبه للمهاجرين ديال بلجيكا وديال فرنسا وصلوا لهذيك ليطاب الاخرى ديال لو روتور. حنا عاد مازال في لا رياليزاسيون، حنا مازال تنتخبطوا غير في هذيك لا فاز ديال لا رياليزاسيون. وهذيك لا فاز بما تحمل من معاني، من مشاكل، من بزاف ديال العراقيل اللي خصنا يعني نلقاو ليها حلول. نتوما دابا تتناقشوا يعني تتعطونا واحد لو كونتكست ديال دوك الناس اللي وصلوا لديك الشيخوخه
وصلوا تيحاولوا يلقاو سياسات تنظم ولا تعطي منهجيات يعني باش نحلوا مشاكل ديال هذوك المتقاعدين اللي هما وصلوا ديك ليطا دو فييس. حنا مازال تنتخبطوا في لا دوزيام فاز اللي هي التجمع العائلي. كيف ما تتعرفوا لي زيطاليان باش يحلوا هذه المشاكل هذه، لان يعني سي نورمال باش يكون مجموعه ديال المشاكل، لان الانتقال من واحد البلد لواحد اخر يعني ماشي سهل. تتكون واحد الانتقال من واحد الثقافه لثقافه واحده اخرى، شكرا، لثقافه واحده اخرى اللي هي مختلفه بزاف، تتخلق حتى واحد الصدمه عند واحد المجموعه ديال الناس. سيرتو ان ومن خلال يعني داك الابحاث اللي كنا درنا، حيت بحكم ان خدمنا مع السي السعدي ومع واحد الاورغانيزاسيون واحده اخرى، خدمنا على هذا البروجي ديال التجمع العائلي، وكنا درنا لهم واحد لا فورماسيون اللي هي هذا التكوين لغوي، واللي شار ليها سي عمر، لان كيف ما تنقولوا تنانسيستي على هذه المساله، اللغه هي المقياس، هي لا كلي باش نحلوا يعني جميع لي بورت وباش نحلوا جميع المشاكل. لان الانسان اللي تيمشي لواحد البلاد وما عندوش لو مويان باش يدير لا كومونيكاسيون مع هذاك الناس الاخرين، تيوليو دوك لي بورت، يعني تيوليو دوك لي باغيير، ما غاديش يقدر يتجاوز دوك لي باغيير باش يفهم داك شنو تيوقع في داك البلد المستقبل. لهذا كيف ما قلنا داك الثقافات، ملي كتكون هاد الثقافات مختلفه تيكون مشكل. والثقافات راه يعني عندها معاني كثيره، كيف ما شرحها ولا عطاها لو سونس ديال هذاك واحد ادواردو تايلور الاسم ديالو، تيعرف وتيقول لك هو ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفه، الايمان، الفن، الاخلاق، القانون، العادات والتقاليد والاعراف. يعني باش ننسجموا في واحد المجتمع ونقدروا نعيشوا يعني بسلام بدون تعقيدات بدون مشاكل نفسيه، تيخصنا نتعرفوا على داك المجتمع، تيخصنا ننسجموا في داك المجتمع، ندمجوا فيه. هذا هو الهدف اللي كان من داك يعني البروجي اللي كنا حنا خدمنا فيه. خدمنا في يعني من 2018 حتى ل 2019 عامين، كنا خدمنا في لا بروميير فاز، لا دوزيام فاز من 21 حتى 22، وربما دابا غادي تكون لا تخوازيام فاز ياك سي سعدي، ربما ربما اكيد غادي تكون كيف ما قلت لكم هاد لا فورماسيون هذه هي كانت مهمه بزاف. علاش؟ لان الهجره اللي كانت الهجره اللي كانت في التسعينات يعني التجمع العائلي، يعني كيف ما تنقولوا واحد 75% ديال دوك الناس المهاجرين ما بقاوش دوك الرجال اللي كنا تنعرفوا، كان غير لو سيكس ماسكولين هو اللي كان تيهاجر قبل، ولكن دابا ولاو الاسر، يعني الاسر فيها المراه وفيها وليدات صغار، وتيجيو من لو موند رورال، يعني تيجيو من المجال القروي، اللي ما قراوش، اللي العيالات كانوا مارجيناليزي، ما كانوش تيمشيو للمدرسه، ما كانوش بزاف ديال الحوايج. هذا الوقت اللي هما مشاو لايطاليا وقع لهم حتى ان شوك، العيالات سدوا عليهم في ديارهم، ما تيخرجوش، ما تيشاركوش يعني حتى في اجتماعات مع في المدارس مع لي ميتريس ديال ولادهم ولا هكا. وكان جاتنا حنا حالات بزاف ديال هاد النساء هذا فضلوا انهم يرجعوا بحالهم لبلادهم ويجيبوا معهم ولادهم وما يجلسوش تما، لان ما قدروش يتجاوزوا هاد البروبليم هذا ديال الانتيغراسيون، لو بروبليم ديال لا لونغ، يعني باش يحققوا هاد الانتيغراسيون. حاجه اخرى، واحد لو بروبليم واحد اخر اللي غادي نشير ليه، هو في لا كريز ديال في الازمه الاقتصاديه اللي كانت ضربت العالم كله، وكان في 2008 كان بان واحد لو بروبليم، وكان
بروبليم غراف وكانوا الناس يحاولوا يلقاو لهم يعني حلول سواء من طرف المغرب ولا من طرف ايطاليا ولا الازمه اللي كانت خلات ان بزاف ديال الناس فقدوا يعني المناصب الشغل ديالهم وبالتالي ما يقدروش يسيروا يعني داك لو مود دو في كما تنقولوا في هذا لان خصهم باش يخلصوا الكرا خصهم باش ياكلوا خصهم يقروا الدراري خصهم اشنو داروا هزوا العائلات كلهم ورجعوهم للمغرب. هنا تنكتشفوا واحد لا كاتيجوري ديال الناس اللي هما تزادوا في ايطاليا سجلات شي حالات ديال انتحار لانه ولد تكون عنده ديك 16 عام 17 عام ما تيعرفش حتى يهضر بالعربيه وهذا مشكل ديال لي بارون اللي خصهم يبداو يعلموا العربيه ويبداو يعلموا لي لونغ ويبداو يعلموا المهم هذا موضوع واحد اخر. لقى راسو ما عندوش لي بابي باش يعاود يرجع لايطاليا ما تيعرفش على المغرب الا الاسم تيقول لك انا ايطالي انا زيد في ايطاليا عارف لا كولتور ديال ايطاليا قاري في المدرسه عندي لي زامي دي ايطاليان. هنا في المغرب انا تنحس براسي غريب هنا في المغرب يعني كان هذا مشكل كبير ولهذا تيخصنا احنا كمجتمع مدني كجمعيات حتى كمجالس تيهتموا بالهجره يعني ندخلوا باش نحلوا هذه المجموعه ديال العراقيل حيت الا ما دخلناش في هذا الوقت هذا غادي وانا تنهضر على المجتمع غادي تنتكلم على المهاجرين ديال ايطاليا. الا ما دخلناش وحلينا هذه المجموعه ديال المشاكل غدا غادي نلقاو راسنا وصلنا للسيل القانوني ديال التقاعد وحنا تنفتخروا بمجموعه ديال الحقوق ما عندناش غادي نوصلوا للتقاعد وغادي نوصل لكم لو بوين علاش كيف ما قلت لكم خصنا نديروا التوعيه. كاين واحد المجموعه ديال الناس خدتي بالك الا قلتي لنا ربع ساعه نعم ربع ساعه انقضت ان كاردور 15 مينوت تقدرت شويه انا لا ماشي شويه جوج دقائق عافاك على 2 دقائق الوغ نو 2 دقائق غنتكلم غير على شي حاجه مهمه. كيف ما قلنا التوعيه غادي نوصلوا للبوان اللي هو تري امبورطون هي الاتفاقيه تفعيل الاتفاقيه لان الاكثريه ديال الناس وعندنا دواسه كثار تيخدموا واحد البيريود وكيف ما تتعرفوا يعني ايطاليا وضع واحد الشروط صارمه الا بغيتي تمشي توصل للسيل القانوني ديال التقاعد اللي هو 67 وتكون عندك 20 عام ديال لا كوتيزاسيون. اللي ما عندوش هذا الشيء ما يمكنش يمشي تقاعد لان ما كايناش الاتفاقيه ما تفعلتش الاتفاقيه. ومن هذا المنبر هذا يعني توجه النداء الناس اللي مسؤولين يفكروا في هذا الملف راه آن الاوان باش يجبدوه ويناقشوه لان راه حقوق كثيره والناس راه مهضومه لهم حقوقهم. وشكرا واستسمح. Bonsoir tout d'abord au président de la CCME, aux représentants du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille. Je remercie Omar Samaoli que j'ai rencontré il y a 5 ans à Blois. Je l'ai invité à Blois pour je l'ai invité pour parler dans le cadre des rendez-vous de l'histoire à Blois, un festival assez important sur cette thématique du vieillissement. Et donc je remercie aussi tous les organisateurs, les personnes de l'accueil en tout cas qui nous ont bien reçus. Et je vais essayer de faire très rapide, mais quand même je vais quand même essayer quand même de vous dire ce que j'ai envie de vous dire voilà, dans les meilleurs délais. Donc je suis Redouane Zahawi, moi je suis un professionnel de la culture, je travaille en relations publiques à l'action culturelle à la scène nationale de Blois depuis 24 ans à Blois. Alors Blois c'était c'est la région centre, en plein centre de la France. Je suis né à Blois, je tiens à le dire, c'est important. Je suis d'origine marocaine, je suis originaire de Teza, donc je vais aller juste après en voiture. Et donc pour moi je travaille beaucoup sur la question d'identité, double culture. Je suis à la fois français et je suis à la fois marocain. J'ai une culture qui rassemble les deux. J'ai créé, alors donc de métier je suis dans la culture, mais j'ai créé une association après les attentats de 2015. Vous savez que c'était quand même très tendu en France, en Europe. J'ai créé l'association Culture Connaissance du monde arabe entre Orient et Occident pour mettre en place des projets justement qui
qui interroge cette question, c'est quoi être arabe, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là, et dans le but de parler de ce qui rassemble, c'est-à-dire qu'est-ce qui en Europe, qu'est-ce qui de la culture arabe et pas que, c'est-à-dire la culture de manière un peu plus large, d'autres cultures aussi, qu'est-ce qui est passé en France. Et quand vous regardez juste le Maroc, là-bas, on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de liens en fait entre la France et le Maroc. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je veux m'arrêter. Donc, c'est un peu décalé par rapport au sujet, mais quand même, on retrouvera quand même les personnes âgées qui sont au cœur de ce projet. Mais j'interroge en fait la question de qu'est-ce qui, en France, et aussi de l'histoire des Français, mais aussi de notre histoire des Marocains. Alors, je vous ai parlé de l'association, voilà, les objectifs. Ensuite, donc, les actions que je mène, bon, voilà, ça c'est des exemples de personnes que j'ai invitées pour parler justement de ces sujets. Donc, depuis 2007, je suis basé avec Ben Martouche, il y avait Djebar sur de la culture arabo-musulmane. Mouna Hachim, alors je la cite parce que, effectivement, moi je vais faire l'objectif d'arabisation, etc. Mouna Hachim nous a parlé d'une histoire inconnue du Maroc, qui fait un livre très intéressant, qui vit à Casablanca, qui est venu parler effectivement de l'histoire du Maroc, qui m'intéresse. Ensuite, alors, très rapidement, on a aussi parlé d'Aristote, puisque les Arabes ont traduit Aristote. Les Arabes ou les Perses, parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il y a aussi un sujet qui est important, Suleiman le Magnifique, François Ier. Moi, je suis dans la région centre, il y a un très beau château, le château de Chambord. Et donc, j'ai organisé en partenariat avec le château ce sujet-là. Ensuite, voilà, il y a la question aussi des tirailleurs sénégalais, beaucoup étaient aussi marocains. C'est bien d'en parler. Nous, on a 7 tirailleurs qui sont enterrés à Blois et on n'a pas leur nom. Et voilà, c'est un sujet qui n'intéresse pas encore, mais voilà, on avance petit à petit sur ces questions-là avec la ville de Blois et les partenaires. Et voilà, donc en passant de temps en temps au Maroc, parce qu'il y a aussi des Français qui sont nés au Maroc et qui sont nos voisins, qui sont pas très loin d'ici, voilà. Alors, il y a une chose importante, c'est que toutes les actions que je mène, elles vont toujours être organisées en partenariat. C'est-à-dire que je ne le fais pas comme beaucoup d'associations, malheureusement, c'est-à-dire qu'on a des associations communautaires, marocaines, algériennes, tout ça. Moi, j'ai vraiment l'objectif, c'est quand même toujours travailler avec des partenaires sociaux, culturels, les institutions. Donc voilà, ça, c'est une règle que je me suis imposée. Et donc voilà, on a les rendez-vous de l'histoire. Omar Samoui est venu il y a 5 ans, et il revient au mois d'octobre pour parler de mourir au loin, sur le thème les vivants et les morts. Ensuite, voilà, donc voilà, je l'ai dit, hein, le défi est de rappeler l'histoire de ces pionnières, de ces pionniers dans l'histoire de la France aussi, et du Maroc. C'est-à-dire qu'on va essayer de resituer ces personnes dont on parle, qui sont donc ces personnes pionniers de l'immigration des années 70, elles se situent où dans notre histoire en fait. Et il faut effectivement, j'ai eu comme le besoin de faire marche arrière, on parle d'émission et ça, mais il faut connaître ces femmes-là, ces hommes, pour savoir un peu qui elles sont, et essayer du coup de comprendre pourquoi ils sont en France, pourquoi ils sont en Europe, pourquoi ils sont partis. Alors voilà, donc je vais très vite. Voilà, donc ça c'est un peu les exemples de projets qui sont mis en place. Et puis je suis venu aujourd'hui vous parler des marcheuses de Blois. C'est un projet que j'ai mis en place en 2020. Oui, voilà. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'était important que je vous parle du cheminement de l'association de cette démarche, parce que je ne peux pas vous présenter les marcheuses sans vous dire quelle est l'idée derrière. Parler de cette culture commune, en fait. Je ne sais pas si ce terme-là, ça vous parle, une culture commune. On a tous une culture différente, mais il y a une culture commune qui nous rassemble finalement. Alors, donc voilà, c'est un travail de mémoire tout simplement.
Le contexte historique de l'immigration interrogeant aussi. Alors, j'ai souhaité sur le film Nostalgie de l'ailleurs parler justement de ces immigrés français nés au Maroc aussi. Donc voilà, ça c'est des choses aussi qu'on connaissait mais dont on ne parle pas assez. Donc des immigrés turcs aussi, marocains, algériens, qui ont en évidence la pluralité des parcours migratoires. Et donc là, je vais vous proposer un extrait d'un film qu'on a réalisé à Blois. Voilà, si on peut avoir un... Voilà, je ne commence pas, je le mets tout de suite, je lance tout de suite. Tous les immigrés ont quelque chose que les autres n'ont pas. Le courage de tout laisser pour partir, c'est des aventuriers. Exactement comme les pionniers sont partis en Afrique, eux, c'est les pionniers qui viennent ici, qui viennent travailler. Je ne parle pas de ceux qui sont nés ici, je parle de ceux qui sont venus. Mais il faut une dose de courage. En 1956, on ne voyait pas la France comme un Eldorado. En 1956, on voyait le Maroc comme un Eldorado. Il y avait 8 millions d'habitants au Maroc. Il y avait encore énormément à faire. Même énormément à faire. Et donc, même en 1966, moi, si c'était pas question... Bon, il y a eu la crise de 1966. Et en 1966, moi, je serais encore au Maroc. Je m'appelle Martinez Jean-Claude. Je suis blésois depuis 50 ans. Ça fait... Au mois de février, ça fait 50 ans que je suis arrivé à Blois. Je venais d'une petite ville de province du Maroc, qui s'appelle Taza. J'ai atterri à Blois, par connaissance. Je m'appelle Abdelaziz El Ghazouani. Je vais raconter mon histoire. Le patron, il envoie des contrats là-bas au Maroc. C'est qu'il a de la chance, il tombe sur le contrat, il vient comme ça par hasard. Mais moi, j'ai un cousin qui travaille là, c'est lui qui a le piston. Le patron, il demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui veut travailler? Il a fait le contrat, il l'a envoyé là-bas au Maroc. C'est là où il m'a convoqué, moi, là-bas au Maroc. J'ai passé l'examen là-bas à l'office d'immigration. Il m'a donné le papier comme quoi apte pour le travail. Et j'ai pris les papiers, j'ai parti à la préfecture, j'ai fait mes papiers, le passeport. Le passeport et avec le contrat de travail, on a pris le train, le moins cher dans le temps pour l'office d'immigration. Et ils donnent des badges à coller sur l'épaule. On vient de Maroc, on reste à Madrid. On reste presque la journée, une journée entière à la gare. On attend le train qui vient le soir. On arrive le matin à Madrid et on attend le train qui arrive à 6 h du soir. C'est là. On a pris le train. On était jusqu'à Bayonne. À Bayonne, il traite les gens. Là, lui, il va aller à Pont, l'autre, il va aller à comment il s'appelle, à Bordeaux, l'autre, il va aller à Paris, l'autre. Chaque patron, il a ses ouvriers là-bas. Il a mis les badges là pour que le gars, il le connaît, ses ouvriers, parce qu'il ne l'a jamais vu. Voilà, donc on travaille souvent, les sujets sont souvent traités sous le prisme masculin. Nous sommes intéressés à des femmes, cette fois-ci, qui ont rejoint leur mari au titre du regroupement familial
et donc qui sont les pionnières de l'immigration, dont les parcours sont méconnus, occultés de plein de stéréotypes. Et donc voilà, bon, ces deux photos hein, qu'on a peut-être déjà vues. Il y avait cette idée aussi que ces femmes, peut-être ces femmes, vous les connaissez, enfin vous connaissez toutes, elles sont toujours derrière la cuisine, elles font beaucoup de ménage, elles ont beaucoup de travail dans le ménage. Donc l'idée c'était aussi de s'intéresser à ces femmes-là en particulier, qui sont invisibles et qu'on voudrait rendre visibles. Donc le défi c'est comment on va essayer d'aller les toucher et qu'est-ce qu'on va faire avec elles et qu'est-ce qu'on va leur proposer, qu'est-ce qu'elles vont nous demander voilà, quels sont leurs besoins. Donc voilà, c'est intéressant de parler aussi de personnes, là, vous l'avez dit plusieurs fois, donc c'est des personnes, c'est des habitants, c'est des citoyennes, donc je l'avais dit, beaucoup d'entre vous l'ont signalé, c'est de ne pas les parler. J'en ai encore un, je vais le donner tout à l'heure. Donc c'est des femmes difficilement atteignables, donc trouver un projet en fait qui pourrait effectivement être accessible à toutes, et on s'est orienté vers la marche, parce que voilà, la marche, comme disait Omar, marcher c'est résister, donc c'est résister à plusieurs problèmes, donc un projet qui va aussi la rendre visible. Marcher, c'est aussi marcher dans la ville, c'est marcher, être visible, on est là, quoi, en fait, on est là, et on est ensemble, et on est accompagné. Donc c'était très intéressant de travailler sur ce volet-là. Alors, je me suis quand même intéressé, alors c'est pas mon domaine, la santé, etc., mais je voulais quand même... Excuse-moi, tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais juste présente le recueil. Oui, ben j'y arrive. Ouais, non, j'y arrive, parce que voilà, je me défaut. Parce que je te vois le voyer. Non, l'idée, voilà, alors les marcheuses, ce projet-là, c'est effectivement lutter pour plus de visibilité, ce que je disais, lutter pour un changement de regard. Promouvoir l'égalité des chances aussi, c'est intéressant sur le départ, étudier les inégalités. Bon, c'est tout ce que vous avez dit, donc je vais pas revenir sur les stéréotypes, la dimension de reconnaissance aussi, les encourager aussi à la participation, leur donner une voix, et donner voix aux personnes défavorisées. Alors, voilà ce que je disais, c'était intéressant pour moi de voir un peu ce qui s'est fait dans les études, et là, il y a l'Organisation mondiale de la santé, les agences de santé publique, qui préconisent les actions préventives. Ça, c'est intéressant. Moi, je n'ai pas listé, vous en avez parlé plusieurs fois durant ce séminaire, mais j'ai noté les actions préventives, et qui veut dire effectivement que ces femmes-là, enfin ces hommes, si vous voulez, il faut commencer en fait très tôt à les mettre dans un exercice, dans du lien social, dans une démarche effectivement où ils font attention à leur santé, etc. N'attends pas effectivement qu'elles tombent malades ou qu'elles soient au bout pour intervenir et trouver des solutions. Donc l'idée, effectivement, c'est cette communauté, ces personnes françaises, belges et italiennes d'origine marocaine. Il faut effectivement qu'on puisse trouver une oreille assez tôt en fait. Alors, la marche, bon, je voulais mettre quand même une fiche technique, c'est-à-dire comment on a organisé cette marche. Je ne vais pas vous dire le détail, mais c'est vraiment réunir des femmes. Alors, c'était quand même très long de pouvoir les rencontrer, organiser ce sac. C'est des femmes, encore une fois, je le dis, elles sont visibles, donc on va essayer de les mettre en groupe et marcher. Ça m'a pris quand même 2 ans, donc voilà, c'est long, mais ça m'a pris quand même 2 ans. Alors après, ensuite, voilà, c'est juste des éléments techniques. Donc les marcheuses, le volet littéraire artistique, voilà. Donc voilà, c'est ce que Omar attend de moi. Donc voilà. 1 minute, 2 minutes, voilà. Il y a effectivement ce livret qu'on a rédigé autour, on a interviewé ces femmes sur leur jeunesse, par exemple, on leur a demandé d'apporter des c'est ça. Donc on leur a demandé on les a interrogés sur leur jeunesse, on leur a demandé d'apporter une photo, et effectivement, on a donc des recueils, on a écrit ce recueil, elles parlent de leur jeunesse, c'est une question qu'on leur avait jamais posée certainement. Et on les a emmenés à Paris aussi, au Louvre,
ensuite, voilà, donc quelques photos. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Donc on a organisé, ça c'est important aussi, une soirée, donc on a organisé une lecture musicalisée dans un théâtre, un peu dans une maison de quartier, dans lequel effectivement on les a invités en fait cette lecture, c'était aussi pour elles, on leur a offert ce livret. Et on a invité effectivement les institutions qui sont aussi partenaires, la préfecture, la ville, il y a aussi le consulat du Maroc qui était présent. Et donc c'était vraiment, l'idée c'était aussi de faire cette soirée pour elles, donc leur restituer ce livre, mais aussi aux habitants de Blois. Voilà, donc je finis par ce 2 minutes de film. Donc voilà, l'idée c'est quand même de les inviter dans des endroits où on les a jamais vus, là, vous voyez, Saint-Monté. Et là, on a un super beau parc pas très loin qui nous permet de marcher. Voilà, elles ne sont pas très âgées, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même de l'immigration des années 60-70. Et donc, en fait, voilà, pour résumer, voilà, donc, des photos, l'idée c'est de les mettre vraiment dans la ville comme des citoyennes à part entière, et c'est pas des femmes immigrées, c'est vraiment des femmes. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent marcher avec nous, donc il y a Agnès de Graaf, il y a des gens qui viennent marcher avec nous, et l'idée c'est j'en suis sûr que si je mets sur Facebook, nous cherchons une personne qui pourrait nous aider à faire des papiers, etc. Pour sûr que j'aurai plein de réponses pour que justement il y ait une entraide en fait, parce que ces femmes-là, on va les mettre en réseau. Et je veux bien quand même dire une chose sur l'intervention effectivement du Maroc et de la France sur ces questions-là. Moi, je pense que le Maroc doit intervenir de manière complémentaire. Je pense qu'il ne faut pas faire croire aux habitants marocains qui vivent. Je parle de ceux qui veulent rester en France. Il y a des réponses à beaucoup de questions, en fait. Et qu'on ne peut pas leur faire croire que les réponses à leurs problèmes vont venir du Maroc. Pourquoi pas, ça serait super si ça pouvait se passer comme ça. Mais en fait, il faut trouver une réponse complémentaire qui passe certainement par les consulats qui sont un peu partout, peut-être qu'il faut un peu plus de personnel dans le personnel social et culturel aussi, mais ne pas attendre des réponses aussi systématiquement venant du Maroc. Après les accords effectivement cadres entre les deux pays, alors là, effectivement c'est très important. Donc voilà, je conclue, et puis j'ai pas eu le temps de dire vraiment, il faut là aller un peu plus en profondeur. Juste pour finir une dernière seconde, on a de plus en plus de demandes en fait de structures qui veulent nous rencontrer, qui veulent marcher avec nous, d'un EHPAD, plusieurs EHPAD qui veulent faire des échanges, des services sociaux qui veulent présenter la CAF, qui veulent nous rencontrer, le groupe. Il y a même un chorégraphe et un photographe qui voudraient travailler avec nous. Et puis je me disais, peut-être pour finir, voilà, ça c'est ma conclusion, les projets, il y a plein d'idées en fait à faire avec ces femmes-là, particulièrement ces femmes-là. Et là je me disais, pourquoi pas porter un projet intergénérationnel sur les thèmes des enjeux climatiques. Par exemple, c'est elles qui porteraient, ces femmes-là, qui porteraient un projet intergénérationnel sur ces questions-là qui sont des questions d'urgence actuellement. Voilà, merci. Et puis, qui a été indulgent et qui nous a laissé le temps de pouvoir aller très vite. En fait, c'est marrant parce qu'à vouloir la présenter d'une manière différente, moi j'aurais fait les choses en deux mots, 3 V. Elle leur a offert des baskets, des kawaii et des cannes, et puis elle les a amenés voir la Tour Eiffel et ils ont mangé des pizzas. Elles ont largué la cuisine le dimanche matin. Maintenant, elles ne cuisinent plus tous les dimanches matins. Voilà le projet. Bon, alors, c'était une expérience de France, et là, peut-être un peu allez, pour rester un peu écuménique, on va vous parler d'une expérience
où il y a l'immigration et pas l'immigration, mais elle est locale. Voilà, donc c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je n'en dirai pas plus. Allez, Achida, d'abord c'est Mohamed Mansour. Mohamed Mansour, il est de Migration Développement, de l'association Migration Développement qui porte ce projet et il nous en parlera rapidement. Non, mais merci Omar. Bonjour tout le monde. Merci à l'équipe de CCME pour l'invitation et également aux organisateurs et à Omar en particulier pour l'association à ces travaux-là, de ces séminaires. Donc moi je m'appelle Mohamed Mansour, je travaille pour l'association Migration et Développement, qui est une association créée par les migrants, Jean-Marc Hussein, et ses copains en France, dans les Alpes, dans la région sud de France. C'est une association franco-marocaine créée en 1986 et il travaille on agit beaucoup plus dans la région Souss-Massa et les zones limitrophes. Donc notre ambition en tant qu'association, c'est soutenir l'autonomie des populations dans les choix de vivre et de travailler dans leur territoire, de le quitter et d'y revenir, en demeurant ouverts sur l'autre, notamment par les associations de diaspora qui émanent de ces territoires, ainsi que la diaspora du cœur. On se positionne comme au niveau de la région de Souss-Massa comme acteur catalyseur, parce qu'on essaie un petit peu de simuler les dynamiques des acteurs, on accompagne les acteurs locaux, on essaie un petit peu d'agir sur les conditions de vie des populations et à travers le désir de changement. Donc on essaie un petit peu d'accompagner les forces vives des territoires. Notre mode d'intervention, c'est une association ou l'organisation apprenante avec la démonstration par pratique. Je suis désolé. Donc, l'expérience des bombes, c'est une expérience qu'on a commencée en 2007. C'est en fait Migration et Développement qui a initié cette expérience comme bureau d'accueil et d'orientation de migrants au sein de l'association, suite à une étude qui a été faite par l'EGAS qui a révélé un nombre important de migrants qui n'ont pas touché la retraite. Donc, une caisses françaises, ils ont contacté Migration et Développement pour faire au niveau de la région de Souss-Massa une enquête sur les personnes qui ont retourné au bled et qui n'ont pas touché leur retraite. Donc, un diagnostic a été fait dans la région de Talibine ou Alsace-Etienne-Rep et qui a révélé un nombre important de personnes migrants de la première génération qui sont retournés au bled et qui n'ont pas accès à leurs droits sociaux et pensions. Mais pas que, il y a aussi leur famille, leurs femmes et les ayants droit. Donc l'expérience elle a commencé en 2007 par une permanence sur place au niveau de Talim, au sein de notre association, avec aussi un autre bureau au niveau de Marseille pour faciliter le contact avec les caisses. Mais une fois que l'expérience il a réussi, on s'est dit au sein de l'association qu'on ne peut pas continuer comme ça parce qu'une association on est lié à des projets, on est lié à des financements, des bailleurs. Donc il faut quand même chercher avec les acteurs locaux qui s'occupera de ce service. Parce que nous, pour nous, c'est un service de proximité. Il faut un acteur institutionnel qui s'occupera de ce travail. C'est pour cela, en fait, on a profité d'un projet qu'on a avec le PNUD et l'UAM qui s'appelle SND, l'Initiative conjointe de la migration et du développement, pour aller chercher auprès des collectivités territoriales, les sensibiliser, les mobiliser, à mettre en place des services de proximité qu'on a appelés les bureaux d'accueil et d'orientation de migrants. Ces bureaux d'accueil et d'orientation de migrants, ils ont quand même comme mission, je ne vais pas aller dans les services, parce que il va témoigner sur ça, mais nous, on les a définis comme un service de proximité mis en place par les collectivités territoriales pour répondre à des besoins de migrants et les ayants de droit, notamment les conjoints et les enfants. Également, c'est un bureau qui est considéré comme l'une des compétences des collectivités territoriales, conformément à la loi 113-14, parce que c'est un service de proximité donné aux citoyens marocains. Mais ils sont migrants parce que les migrants ils sont considérés des citoyens à part entière selon la Constitution. Et également, ce sont des bureaux qui sont animés par des fonctionnaires d'État, des fonctionnaires de ces collectivités chargés d'animer ces bureaux d'accueil de migrants, comme Karachida qui est fonctionnaire au sein de la collectivité d'Amel. Bon, également, pourquoi on a fait ça, donc j'en ai parlé, donc il y a beaucoup de migrants de la région de Souss-Massa qui n'ont pas touché leur retraite, également leur famille.
Il y a aussi plusieurs d'entre eux, de ces migrants, sont retournés dans les villages qui sont lointains, Taïwin, Agadir, dans les villages très très loin, très lointains, avec aussi des difficultés de déplacement dans les centres des grandes villes, comme Disney, Agadir, etc. Il y a aussi les problèmes de la langue, parce que ce sont des personnes, vous avez parlé depuis hier, qu'il y a la barrière de la langue. Il y a également la question de la digitalisation. Aussi, on a recours à des systèmes beaucoup digitalisés. Ce sont ces personnes-là, donc ils ont un accès difficile à ces systèmes-là. Il y a également les lois qui changent à chaque fois. Donc il faut quelqu'un, un fonctionnaire, qui est formé et qui est capable de suivre ces évolutions, qui est capable de faire, en fait, d'assurer le relais entre les personnes âgées et également ces services compétents en matière d'action de droit. Et aussi des problèmes de perte de droit via ce qu'on appelle les écrivains publics ou voilà, des intermédiaires. Il y a pas mal de migrants qui ont perdu leurs droits et des femmes qui ont perdu leurs droits parce qu'ils font recours à des écrivains publics. Bon, pourquoi pas faire recours à un établissement de proximité qui est la collectivité territoriale. Parce qu'un migrant, quand il revient en bled, la première administration qu'il voit devant lui, c'est le Jama'a. Donc c'est pour cela en fait, on a travaillé pour mettre ce service-là au sein de Jama'a pour au moins assurer une bonne information. Une formation exacte, également un accompagnement de proximité et l'orientation exacte vers les services compétents. Bon. Pour migration et développement, donc, t'inquiète. Ah, t'as. Ah, non, حقرني يطلع هيك صاحبي. Donc, pour migration et développement, dans cette nouvelle politique qui émane du local, qu'on a appelé au sein de migration et développement, donc on faisait toujours de la sensibilisation et de la mobilisation, à la fois auprès des élus, des décideurs locaux, mais également auprès des migrants, à la fois ici et en France et en Belgique. Mais également on fait de la formation à travers vous, c'est Omar. À travers Mohamed Sharaf, c'est Maroufi, qui avait travaillé dans la première expérience. Donc pas mal d'experts qui sont dans la salle, qui nous ont accompagnés à la mise en place de cette expérience. Et alors, on travaille avec toi pour la mise en place des guides ressources, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les lois changent tout le temps, donc il faut mettre en place des systèmes permanents, évolutifs et actualisés en matière de ressources. Tout ce que vous avez dit ce matin, ils changent tout le temps. Donc il faut quand même un dispositif, un système qui va générer de l'information et derrière des personnes capables de suivre ça. Et également, Migration et Développement fait de l'accompagnement aussi collectivité-là et un coaching soit individualisé, de proximité et collectif. Parmi les ambitions, deux. La première, c'est d'avoir la reconnaissance institutionnelle de ce bureau, Inch'Allah, par les wilayas, par les Dakhiliya, par tout le monde, et également d'avoir une structure avec ces chefs qu'on est en train de construire au niveau de la région de Smassa qui sera la première, qui sera chapeautée par un centre régional d'accompagnement et d'orientation des migrants. Pour générer de l'information sur la question de la migration. Parce que ces migrants, c'est créer de l'information et les donner à quelqu'un chose. Moi je pense aux conseils régionaux pour formaliser les décisions en matière de migration et développement. Pour migration et développement, le bureau ne fait pas que ça, mais il faut deux autres choses. Aussi, on l'a ouvert pour s'occuper aussi et travailler sur les questions des migrants installés au Maroc, les subsahariens, mais également pour animer la question de la migration et développement, chose qui est la colonne vertébrale de notre association. Donc les bureaux ils sont amenés aussi à travailler avec leur diaspora, à les soutenir, à les organiser en association et les faciliter leur implication dans le territoire. Merci beaucoup et je suis désolé si j'étais... Désolé, mais ça ne sera pas notre séminaire, Inch'Allah, dans 10 ans. Allez. Bon, allez, sans tarder plus. Encourager la nouvelle génération à découvrir la culture, le territoire, l'histoire de Souss-Massa, bien sûr, Amel, par la valorisation de territoires d'origine. Capitaliser les bonnes pratiques, reconnaître et valoriser les projets et les actions portées par les associations des Marocains du monde ou les porteurs d'initiatives dans la région de Souss-Massa, valoriser les compétences de l'MDN et les impliquer dans l'engagement des développements du territoire. Finalement, coopérer avec la diaspora et les accompagner dans les démarches d'investissement des Marocains du monde ou des porteurs d'initiatives en fonction du potentiel offert par le territoire. C'est quoi notre service?
c'est l'accompagnement et l'orientation des Marocains du monde ainsi que des Marocains de retour et sans oublier les ressortissants des pays tiers. Accueillir nos services, c'est accueillir les immigrants, l'écoute active, recueillir leurs besoins, identification des possibles solutions, orientation des migrants vers les services adéquats en fonction de leurs demandes, prise en contact avec les organisations concernées, mise à jour et suivi de leur association, identification des nouveaux services. Les accompagner dans les démarches d'accès aux droits sociaux et services administratifs comme la CNSS, la CNAV, la GIACO. Collecter, traitement et analyse des données sur les migrants et les flux migratoires. Contribution au processus d'intégration des migrants dans la vie sociale et économique au Maroc. Sans oublier que le personnel du bureau ont bénéficié d'une série de formations comme M. Mohamed Adviandi, grâce au soutien d'organisations Migration et Développement, l'Agence française pour le développement et l'Expertise France, afin de répondre positivement aux différentes problématiques et exigences des migrants et ayants droit. Dans ces photos-là, vous voyez une photo d'une femme. Cette femme-là, son dossier était traité depuis 2011. Il n'est pas encore réglé, malheureusement, toutes ces années-là. Mais c'était la journée du migrant. Le 18 août, c'était honoré par sa patience. Parce qu'une femme qui ne parle pas, qui ne parle que tchétchèque, qui n'a jamais voyagé en Europe et qui n'a jamais résolu son problème depuis plus que 10 ans, c'est la catastrophe. Ici aussi, vous voyez des femmes. Toutes ces femmes-là, elles ont des problèmes, des dossiers non réglés. Il y a des femmes qui ont juste 30 € par mois. Comment ça serait? Ils n'ont jamais visité ni la France, ils ne parlent pas que tchétchèque. Aussi, ils n'ont jamais voyagé avec leur mari, ils n'ont jamais ayant leurs droits, sachant qu'ils méritent plus que ça. Et c'est pour cela que ce bureau était créé, pour bien plaidoyer leurs droits. Et moi, c'est ça ce que je dis seulement. Elle est modeste. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que par rapport à la population qui nous concerne, les retraités et les veuves, elle gère au quotidien les dossiers. Elle est l'interlocutrice des organismes de sécurité sociale à l'étranger. Elle est l'interlocutrice de la CNSS. Et c'est effrayant de voir qu'il y a des gens qui vivent avec moins de 30 € et qu'il faudrait mettre 6-7 ans pour pouvoir régulariser des dossiers. Bon, c'est ceci. Merci infiniment et bonne continuation. Alors, je vais respecter l'ordre. Deux petits mots. C'est Mohamed Baïchou qui nous vient de Pont-à-Mousson, aussi Hassan Farah, s'il veut bien nous, à la fois nous excuser et nous faire l'amitié de nous dire le pays dont ils viennent, et puis de manière très très succincte pour que la clôture puisse se faire dans les bons délais. Voilà, je suis désolé. Allez, je vous donne celui-là. Alors, c'est Mohamed Baïchou. Salam alaikum, bonjour à tous. Donc tout d'abord, je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis. Merci à Sir Omar. Donc je suis M. Mohamed Baïchou, je suis le président de l'association franco-marocaine et je suis aussi le président de la mosquée Badr à Pont-à-Mousson. La ville de Pont-à-Mousson se situe à l'est de la France, entre Nancy et Metz, dans le 54. Donc je suis très honoré d'être parmi vous et je vous remercie infiniment. Donc je suis de la deuxième génération, donc mon père a quitté le pays, le Maroc, en 1957. Et justement, deux ou trois mots, parce que quand on entend pas, ils sont en France, ils sont appelés immigrés, quand ils sont au Maroc, ils sont appelés immigrés. Des fois, donc, nous, on se pose la question, en fait, c'est où leur pays? Brièvement, quelques observations d'ordre général par rapport à un certain nombre d'exposés qui ont été faits, d'ailleurs depuis hier. On a beaucoup évoqué les conventions de sécurité sociale. Aujourd'hui, on a parlé de l'absence au niveau de l'Italie, on a évoqué les Pays-Bas, parce qu'il y a eu une réduction qui a été
reconnus par la partie marocaine concernant un certain nombre de droits, un certain nombre de conventions de sécurité sociale qui n'ont pas été revues, comme celle avec la France, etc. Et là, la question, elle se pose effectivement au niveau gouvernemental. Je sais que lors du gouvernement Al-Uthmani, donc c'était en 2017, parmi les priorités, il avait mis la question de la révision de la sécurité sociale, parce que c'est directement rattaché évidemment à la problématique de ce séminaire, puisque ce sont ces conventions qui intègrent tous les nouveaux droits et les anciens, notamment ceux de la vieillesse. Et il avait intégré ça dans le cadre du programme gouvernemental, mais on n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir. Il n'y a eu aucune nouvelle convention de sécurité sociale, aucune convention qui a été révisée, aucune nouvelle convention, rien. Et la convention avec l'Italie, bien entendu, le Maroc l'a ratifiée, c'est bien, mais que fait-il au niveau diplomatique, etc., pour que cette convention soit réellement ratifiée? D'ailleurs, sur ce plan-là, ça n'interpelle pas uniquement le gouvernement. Je pense que sur ce plan, c'est également la société civile, les syndicats, etc. Et il serait hautement souhaitable que sur ce plan-là, maintenant, qu'il y ait, je ne sais pas, une quinzaine de jours, une mobilisation de 15 jours, je ne sais pas, bon, qui regroupe à la fois les syndicats, les organisations des droits de l'homme, les comités et les commissions d'amitié, les groupes d'amitié entre le Maroc et l'Italie, etc., pour que ces choses-là, au niveau du Parlement, pour que cette convention avec l'Italie soit réellement ratifiée par, d'autant plus, et puis ça peut être soulevé également, même si c'est de manière indirecte, au niveau du Conseil de l'Europe, etc., dans le cadre des contacts également avec le Parlement européen, qui sont si prompts à reprendre en matière de droits de l'homme un certain nombre de choses au niveau du Maroc. Je n'interviens pas sur le fond. Voilà. Et donc, je souhaiterais que ça figure, disons, dans les propositions, dans les recommandations, parce que, y compris au niveau syndical, moi je me rappelle, l'UMT, la CDT, l'UGTM, etc., se sont engagés à organiser une mobilisation il y a quelques années, mais ça n'a pas été fait. Je suis heureux d'entendre la reprise de cette... voilà. Donc il y a cet aspect des choses. Le deuxième, c'est lié, j'aurais souhaité que la CNSS et que le ministère de l'Inclusion économique et de l'Emploi soient présents. Bien sûr, il y a eu le ministère de la Solidarité, c'est bien, mais sur ces aspects-là, en matière de sécurité sociale, c'est eux, en premier, qui sont impliqués. Or, je constate qu'ils sont absents. Enfin, quand je dis ils doivent être présents activement pour montrer à la fois les efforts qui ont été faits et ce qui reste à faire. Dernier élément, j'aurais souhaité que, également, que ce soit dans le cadre de ce séminaire, puis par exemple dans le cadre des interventions d'ouverture, notamment au niveau du ministère de la Solidarité, ce soit l'occasion de nous dire où on est dans le cadre de la préparation de la feuille de route sur les Marocains résidant à l'étranger à la suite du discours royal du 20 août 2023. Qu'est-ce qu'on a mis concernant les droits au niveau de la vieillesse en matière de migration. Simplement une question, je crois que c'est l'occasion de le dire en tant que citoyen. 9 mois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Le gouvernement s'était donné 3 mois, je me rappelle. Après, oui, je termine. Après, on a mis décembre, janvier, février, et maintenant, on ne voit rien venir. On ne voit rien venir. Le discours royal était précis. Le gouvernement s'était engagé à fournir une feuille de route. Je sais que les divers départements, les diverses institutions ont fait leur travail, ils ont remis ça au chef du gouvernement. Donc la remarque,
s'adresse au chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend pour rendre public cette feuille de route qui doit être issue de l'interpellation du discours royal. Merci. Merci. Cette dernière intervention. Merci, Monsieur le Président. En fait, c'est plus une question qu'une intervention. D'abord, je remercie les intervenants qui nous ont bien expliqué toute cette souffrance institutionnalisée, si on peut dire, à cause de ce principe de territorialité. Hier, on a eu un début de réponse par notre ami Emmanuel Jovelin qui a dit la solution, c'est le financement. Donc il y a peut-être un volet diplomatique à mettre en œuvre dès maintenant, et notamment au niveau de cette actualisation des conventions de sécurité sociale, pour trouver des solutions communes à ce financement, pour permettre à nos personnes âgées de ne pas être trimballées entre les deux rives pour des raisons de bénéfice de prestations sociales. Je trouve vraiment qu'on est en train d'institutionnaliser la souffrance à cause de ces principes et de aussi de cette vision politique qui veut absolument que les migrants soient dans une situation de plus en plus précaire parce que voilà, il y a des contributions contributives, il y a des contributions non contributives, etc. Tout cela, pour moi, c'est de l'institutionnalisation de la souffrance. Et donc, il faut dès maintenant renégocier tout ça par rapport à ces nouvelles problématiques. Merci. Je bien l'expression que vous avez utilisée de souffrance dans le cas d'immigration. Et je suis désolé, mais vous êtes en 2-3 mots chacun pour conclure. Un petit tour de table, si vous voulez le prendre. Comme ça, on laisse la parole. Oui, tout d'abord, je voulais dire merci au monsieur, qui est la personne âgée, pour les mots que vous avez dit. Ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'en fait, là où on travaille en Europe, on plaide pour donner la parole à des personnes âgées. Je m'excuse, je ne parle pas très bien l'arabe, mais donc, shukran bzef, ça m'a beaucoup touchée et ça nous donne de l'encourage. On a au moins la reconnaissance de nos parents et de nos pères, et ça, c'est important. Concernant la convention, effectivement, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y avait ce discours royal, effectivement, qui était revenu sur la question des MRE, etc. Mais là, tout ce que vous avez soulevé, c'est dans le chef ici du gouvernement, c'est dans le chef du territoire marocain, et nous, on n'est pas sur les territoires marocains. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes ici du gouvernement ou des administrations qui ont entendu, en tout cas, ce que vous avez dit, notamment la première intervention. Mais donc, effectivement, nous, on plaide pour, en tout cas, qu'il y ait une révision de ces conventions bilatérales. D'abord, il faut les reprendre et il faut qu'elles soient actualisées avec les modes de vie, en fait, de ces personnes. Alors, on n'est pas forcément... nous, on ne dit pas qu'il faut absolument garantir à tout prix un retour définitif. Moi, en tous les cas, personnellement, je ne plaide pas pour ça, mais ça, c'est mon... Ça, il faut laisser le choix, en fait, aux personnes. Il faut pouvoir garantir le principe de mobilité. La liberté de choisir, de vivre où on a envie ces derniers jours et de mourir où on veut. Donc nous, on a des responsabilités de l'autre côté de la frontière pour qu'il y ait des carrés musulmans, qu'il y ait des cimetières musulmans, qu'on respecte notre culte et notre religion. Et voilà ce qui est important pour nous. Et ici, il y a un autre combat à faire. Il faut bien sûr qu'on s'entraide, mais voilà. Donc j'espère que ce travail sera suivi, effectivement, de recommandations et qu'il y aura, qu'il y aura des suites, Inch'Allah. Oui, merci Fatima. Juste 2 mots également, puisqu'on est sur un petit peu du législatif aussi. Donc, comme vous savez, en 2013, il y a eu une mission parlementaire en France sur la question des personnes âgées immigrées. Il y a eu, il me semble, 82 propositions. Je parle sous le contrôle du professeur Samaouli, qui a été audité aussi par M. Jacquat et Bachelet. Et parmi ces 82 propositions, a été déterrée une allocation, l'ASPA, allocation sociale et l'ARFS, allocation à la réinsertion sociale et familiale. Voilà. Il était question en fait que les personnes
retraités, âgés immigrés, puissent retourner dans leur pays d'origine avec une allocation et exit donc toute cette question de l'exportabilité. Les décrets ne sont jamais sortis parce qu'il y avait, selon le Conseil d'État, une anticonstitutionnalité et une anticonventionnalité. Néanmoins, ce dispositif n'est pas tout à fait enterré. Et peut-être que nous aussi, de l'autre côté ici de la Méditerranée, nous pourrions peut-être remettre l'ouvrage, le tissu sur l'ouvrage et continuer à réfléchir et à voir comment nous pourrions effectivement déterrer à nouveau ce dispositif et permettre enfin qu'il soit opérationnalisé. Moi aussi, je dois seulement reprendre ce que j'ai dit, répéter ce que j'ai dit avant, parce que nous sommes conscients, c'est pour moi, c'est parce que nous sommes conscients de nos responsabilités comme syndicats. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut inviter les organisations de la société civile pour participer et d'autres prendre ce chemin. Nous sommes prêts. Merci beaucoup à tous et à toutes pour ces échanges. Encore mille merci aux organisateurs de nous avoir donné cette occasion d'échanger, d'affronter nos idées, de parler. Je sais que c'est que l'ébauche d'un débat qui est très long. J'espère, par exemple, la question qui était posée par Sybille Gueddoul, j'espère qu'il nous organise un colloque sur cette thématique parce que c'est intéressant, un débat aussi. Donc tout est intéressant, mais c'est le début d'un processus qui démarre depuis longtemps et je crois qu'il faut toujours revenir à la charge. Et encore mille merci Sidris pour ce que vous avez fait et mille merci Samaouli ou Mahmoud encore merci et désolé pour merci à vous. Je suis désolé. Moi et puis nous qui étions au lycée aidions les petits de primaire dans les années 75 jusqu'à 95. Et puis, bon, c'est comme ça. Donc, si nous avons été aidés, ils nous ont appris, c'est dans le sang, nous sommes devenus militants, nous sommes rentrés dans les partis politiques, nous sommes politiciens, nous sommes des présidents de partis politiques. Oui, nous prenons... nous avons pris les choses en main et nous sommes des citoyens à part entière là-bas. Et nous sommes des citoyens à part entière ici. Moi, je n'ai jamais été assise entre deux chaises. J'ai été toujours assise sur ma chaise en Belgique et sur ma chaise au Maroc et je suis citoyenne du monde. Où que j'aille, je me sens chez moi. Et je voudrais... Je ne veux pas terminer tout de suite. Je voudrais vous dire que moi, je ne veux pas qu'on transporte mon corps ou que je meure. Si c'est au Maroc, كنخلص الشرط الجامع هنايا في الحومه ديالي à Tanger, كنخلص الشرط الجامع الحومه ديالي à Bruxelles. Si je meurs là-bas, je veux commenter là-bas. Si je meurs ici, je veux commenter ici. Si je meurs à Paris en allant voir la Tour Eiffel, je veux commenter à Paris. Je ne veux pas qu'on transporte mon corps. C'est mon testament. Et je l'ai dit à tour de moi, je l'ai dit au monde entier, je l'ai dit à travers cette scène. Il faut arrêter cette schizophrénie de « je veux être enterré dans ma terre natale ». Oui, je suis née au Maroc, je suis tangéroise, j'adore mon pays, j'adore le Maroc. Je suis africaine et je suis citoyenne du monde. Mais il faut arrêter. Nous sommes partout chez nous, où qu'on aille. Nous, les Marocains, nous avons notre place. Nous devenons citoyens. Nous sommes citoyens partout. Et c'est ça qu'il faut voir. La première génération, qu'est-ce qu'il en reste de la première génération? On est à la deuxième génération qui est pensionnée.
Donc maintenant, il faut commencer à penser autrement et à penser à la 3e, à la 4e, à la 5e génération et à leur proposer des choses pour qu'ils continuent à venir au Maroc, pour qu'ils continuent à se sentir citoyens marocains. Parce que moi, je suis citoyenne belge comme je suis citoyenne marocaine. Voilà. Et je ne veux pas embêter, donc je vais vous saluer, je vais vous remercier de m'avoir écouté et nous allons continuer. Donc ici, il y a encore des choses à faire, même si je suis pratiquement pensionnée, jusqu'à mon dernier souffle, je continue et je travaille. Mon association s'appelle Senior et Junior d'ici et d'ailleurs. Je suis présidente, mais je le suis encore peut-être pour le temps de mettre les choses en route. Nous voulons que les gens qui ont envie de venir puissent trouver des structures où venir. Passer 15 jours, 6 mois, 3 mois, ce qu'ils veulent, marocains ou autres. Le mot de la fin, pardon d'être brutal, mais le mot de la fin. Voilà, donc moi je vais vous distribuer ceci, c'est un résumé, vous avez mes coordonnées, vous avez mon WhatsApp, vous avez mon adresse mail, et je vous invite, si vous avez envie d'en savoir plus, à tout simplement m'appeler. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.